Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du forum du Parti de la France. God Save Trump, ce n'est pas le nouvel hymne américain comme on pourrait avoir l'hymne non officiel God Save the Queen en Angleterre, mais ça pourrait limite avoir la qualification de le devenir tellement tout ce qu'il se passe autour de cette campagne américaine est incroyable, notamment autour du candidat Donald Trump qui, vous l'avez probablement remarqué, samedi dernier a survécu à une attaque qui avait une probabilité très forte d'être létale ou au moins d'une blessure extrêmement grave. Et pourtant, notre cher Donald Trump s'en sort indemne. Ce n'est pas sans rappeler d'autres présidents américains qui faisaient campagne avant lui et qui ont vécu des choses similaires, comme par exemple Roosevelt, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et justement, pour parler de tout ce qui se passe autour de ces élections américaines et de toutes ces, comment je pourrais dire, ces choses exceptionnelles qui se passent, j'ai avec moi deux invités de qualité. Tout d'abord, premièrement, Alexandre Simoneau, qui est le délégué national, qui est le délégué général, excusez-moi, du Parti de la France et membre du bureau politique. Bonsoir Alexandre, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, je me porte pas mal, merci, j'espère que vous aussi. Ça va très bien, et oui, Alexandre, vous êtes très proche également, j'ai envie de dire, de l'homologue français de Donald Trump, à savoir Jean-Marie Le Pen, qui partage beaucoup de qualités et beaucoup de points communs, je pense, avec Donald Trump. On aura l'occasion d'en parler là aussi. Et j'ai avec moi, bien évidemment, à chaque fois que je fais une émission sur les États-Unis, je ne peux pas me passer de Arnaud Mille. Bonsoir Arnaud, comment allez-vous? Vous êtes un adhérent du Parti de la France et vous vivez en Alabama, aux États-Unis. Tout à fait. Alors, moi, je vous dirais bon après-midi, puisqu'ici, il est 14h09. Et effectivement, l'actualité ici politique est trépidante et on va vivre une campagne présidentielle exceptionnelle. Il reste encore 3 mois et demi et ça va être très long, tout ça. Absolument. Je crois savoir, si je n'ai pas de bêtises, que ce sera en novembre qu'il y aura le résultat. Le premier mardi de novembre, traditionnellement, c'est le premier mardi de novembre tous les 4 ans. Très bien, le premier mardi de novembre, jusqu'à la fonction, j'ai envie de dire, quand je peux dire la passation, qui se fait vers mi-janvier. Je crois que c'est autour du 20 janvier souvent. Voilà, la raison pour laquelle ça se passe comme ça, en fait, pourquoi il y a 10 semaines de transition. Bon, de nos jours, c'est pour permettre aux deux administrations, la présente et la future, de pouvoir communiquer et échanger sur les dossiers. Mais la raison historique, c'est que considérant la taille du continent et considérant qu'il y a un siècle et demi avant l'automobile, avant les trains, etc., il fallait plusieurs semaines de cheval pour certains délégués remonter jusqu'à Washington, D.C. pour désigner le président. Donc, c'est pour ça que la période de transition est de 10 semaines aux États-Unis. Ah, très bien. Il faudrait demander à Scipion, qui n'est pas avec nous ce soir, mais il me semble que dans l'histoire de France, il y avait déjà eu un délai entre le moment des élections et le moment de la passation de pouvoir. Il faudrait vérifier, peut-être que je dis une grosse bêtise, pas dans la Ve République, je parle d'antan, mais il faudrait demander à Scipion de Salm de faire une émission là-dessus, ça pourrait être très intéressant. Pas de Scipion ce soir, on va pas parler d'histoire, on va parler d'un personnage historique du présent, Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais commencer d'abord par Arnaud. Ça peut être intéressant aussi d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a regardé les médias américains et pas uniquement les médias français ou européens. Arnaud, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, ce fameux samedi? Comment avez-vous appris la nouvelle tout d'abord? Et surtout, est-ce que vous pouvez résumer l'affaire, bien que je pense que tout le monde la connaisse? Alors, samedi dernier, en fin d'après-midi, je reçois plein de notifications sur mon téléphone, de groupes Telegram, de médias, etc. Tentative d'assassinat de Donald Trump. J'étais avec un ami, on est rentré direct chez moi pour allumer la télé, une fois n'est pas coutume. Et donc, j'ai vu les événements à peu près 15 minutes après la tentative d'assassinat. J'ai pris le live en direct sur Fox News. Donc, en fait, Donald Trump faisait un meeting de campagne, donc dans une ville qui s'appelle Butler, en Pennsylvanie. Et donc, c'est comme tous les meetings présidentiels, vous savez qu'il y a énormément de sécurité. Les présidents, les anciens présidents et les candidats à la présidentielle sont protégés par ce qu'on appelle le Secret Service. Donc, c'est une agence fédérale qui est dédiée à la protection de ces personnalités-là et aussi à la lutte contre les faux monnayeurs, accessoirement. Donc, moi, j'ai été à un meeting de Donald Trump à Cullman, dans l'Alabama, à l'été 2011. Et donc, j'ai pu voir un peu comment ce genre de meeting fonctionne. Il
Il y a des barrières tout autour. C'est un grand périmètre qui est sécurisé. Pour rentrer, vous devez montrer une pièce d'identité. Vous passez au détecteur de métaux. Tout ce que vous avez dans les poches passe dans un détecteur aussi un peu comme les portiques des aéroports, en fait, au moment de l'embarquement dans les aéroports. Et puis, vous ne pouvez pas rentrer avec des grosses caméras si vous n'êtes pas journaliste, vous ne pouvez pas rentrer qu'un parapluie, etc. Donc, c'était ce genre de meeting devant une foule énorme. Les meetings politiques américains, c'est généralement 40, 50 000, 60 000 personnes. C'est des événements qui durent plusieurs heures, qui commencent généralement en début d'après-midi. Il y a un chanteur qui vient, ensuite il y a une personnalité politique locale qui va faire un petit speech, ensuite il y a encore un autre chanteur, après il y a un autre homme politique qui vient, et le président ou le candidat à la présidentielle, c'est le clou du spectacle, il vient vers la fin, donc vers 6-7 heures de 18-19 heures. Et donc Donald Trump, pendant qu'il était sur scène, a été victime de tirs, dont un qui l'a blessé à l'oreille, alors qu'il était sur scène. Voilà. Et donc maintenant, est de savoir si le tireur était une personne solitaire, si c'était un déséquilibré, comme on dit en France, ou si ça va chercher plus loin. Voilà. Ce sont les questions principales qui sont posées au jour d'aujourd'hui. Effectivement, et nous étudierons ça avec, comment je pourrais dire, avec le plus grand sérieux et la plus grande soif de curiosité et de connaissance à assouvir. Alexandre Simoneau, vous n'oublierez pas d'appuyer sur le bouton bleu après que je vous aurai posé la question. Et la question que je vais vous poser, c'est la suivante. Tout d'abord, qu'est-ce que vous, en tant que Français, pensez de Donald Trump? Est-ce que le fait que ça se passe en outre-Atlantique, que ça se passe à plusieurs milliers de kilomètres de nous, ça a une importance ou non pour un personnage aussi, comment je pourrais dire, important, puisque ça reste la première puissance mondiale malgré tout, les États-Unis, que lui. Et effectivement, par rapport à cet événement, est-ce que vous y voyez des parallèles peut-être à faire avec l'insécurité que certains de nos hommes politiques de notre milieu peuvent avoir connue également en France? Écoutez, j'ai toujours considéré Donald Trump comme le Jean-Marie Le Pen français. Je m'excuse pour lui, mais je me permettrais même de dire que Donald Trump, n'est-ce pas, est un Jean-Marie Le Pen qui a réussi. Et bon, écoutez, je vais peut-être faire courir des cris d'orfraie. Ce qui s'est passé l'autre jour, je suis intimement persuadé, personnellement, je n'impose pas mon opinion à personne, je suis intimement persuadé que Donald Trump a été non pas la victime, je pense qu'il a été sujet, objet, j'aime pas ces mots-là. Je pense qu'il a, je pense qu'il a eu droit à un miracle, voilà, très certainement. Parce qu'écoutez, à quelques centimètres près, il était un homme mort. Donald Trump, je vais pas faire, je vais pas comparer, Donald Trump avec, Vladimir Poutine parce que c'est 2 sujets, heu, totalement différents. Mais Donald Trump est, comment dirais-je? Excusez-moi, mais il est le Jean-Marie Le Pen, américain. Ça, c'est incontestable. Et ce qui est arrivé l'autre jour, à quelques millimètres à quelques millimètres près, heu, je crois que c'est un signe de la providence, très simplement. Et je remercie je la remercie très chaleureusement et je suis intimement persuadé qu'il a été, protégé. Vous savez, l'équilibre, géopolitique, mondial repose sur peu de choses, finalement. Quelques puissances, on pourrait les citer, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, la France, et cetera, bref.
Je suis intimement persuadé que c'est la Providence qui a dévié le tir d'une attaque qui aurait dû lui coûter la vie. Parce que là, nous ne sommes plus, on n'est pas dans on n'est pas dans le délire de Maxime Brunnerist, excusez-moi, hein, cette espèce d'imbécile qui a essayé de tirer sur Chirac en 2002. Non, là, on est véritablement à côté d'une attaque pour lesquelles Ronald Reagan ou Jean-Paul II n'ont pas eu la même chance, n'est-ce pas? Et je crois que c'est un véritable miracle, en tout cas, qui correspond bien à l'actualité. Et merci mon Dieu d'avoir permis cela, parce que ma foi, imaginez, avec ce qui se passe en Ukraine, avec ce qui se passe dans ce qui reste de la France, et en plus, on perdait un candidat dont je rappelle que la réélection en 2020 est plus que contestable. Mais on va pas refaire l'histoire ce soir, n'est-ce pas? Bon, bref, 2020 me paraît très, très douteuse. Hein, quand on ne sait pas quoi dire, on dit ce mot-là. Bref, moi je suis intimement persuadé, je vous le dis très clairement, mais très clairement, en tant qu'observateur de la vie politique nationale et internationale, je suis intimement persuadé que ce qui s'est passé, c'était quoi, le 14, le 15 ou le 13 juillet, enfin bref, je suis intimement persuadé que la Providence a veillé non seulement à préserver le président Trump, mais je suis intimement persuadé qu'elle l'a protégé pour nous dire très simplement, puisque la Providence nous parle toujours, n'est-ce pas? Voilà, écoutez, je dis pas ceci est mon fils bien-aimé en qui j'y mets, mais bref, cet homme mérite beaucoup d'égards parce que j'ai pour le président Trump une immense considération, une immense admiration, mais je crois surtout, vu qu'il il va certainement évidemment diriger pour la seconde fois la seconde ou la première ou la troisième, on se fout du classement d'ailleurs. Mais je suis intimement persuadé que la Providence a dévié le tir de feu l'assassin. J'en suis intimement persuadé. Intimement persuadé. Et Voilà. justement, ah bah Arnaud, j'allais vous poser justement la question, parce que c'est vrai que Ouais, l'émission s'appelle God Save Trump. Donald Trump lui-même, excusez-moi Alexandre Thibodeau, Donald Trump lui-même dit que c'est Dieu qui a fait un miracle en le sauvant. Et on voit beaucoup aussi de montages, j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui montraient un ange gardien en train de sauver Donald Trump. Oui. Alors je ne vais pas forcément vous demander si vous croyez que c'est Dieu derrière tout ça, parce qu'en réalité c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais réellement prouver de manière sûre et certaine. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire de manière très objective et très rationnelle, très cartésienne, c'est qu'il a eu une chance immense. Moi j'ai vu la reconstitution en 3D en direct. Une demi-seconde avant, une demi-seconde après, il était mort. Oui, et en fait, Je vais vous l'idée, laisser c'est parler. que ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump donc parlait de l'immigration, et à un moment, il a dit au public, bon, je vais m'éloigner du prompteur et puis je vais improviser. Vous voulez bien que j'improvise? Et donc, bien sûr, le public, bien sûr, etc. Et Donald Trump a commencé à tourner sa tête vers la droite pour regarder un écran géant où il y avait des graphiques de l'immigration aux États-Unis, de l'immigration illégale durant les derniers mandats présidentiels. Et il a commencé à le commenter. Et c'est à ce moment-là que le tireur a tiré. Et donc, en fait, s'il n'y avait pas eu ce mouvement de tête une seconde avant, à Donald Trump, il la prenait dans le caisson. Hein, clairement, je veux dire, même si je préfère ne pas évoquer le terme de miracle, mais clairement, là, il a gagné au loto. Hein. Il a vraiment eu un coup de chance énorme, quoi, hein, parce que normalement, il y passait. Quoi, hein. Ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Donc, effectivement, on peut dire qu'il est rescapé. Effectivement. Je voulais aussi parler de ce qu'on sait de l'assaillant.
de ce qu'on sait de l'assaillant. Donc, l'assaillant est un dénommé Thomas Matthew Crooks. Et donc, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années, blanc, que les médias français, dont Libération, ont présenté comme étant un républicain, ce qu'il n'est pas. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Il faut savoir que cette personne, donc, ce qu'on sait, c'est qu'il n'était pas bon du tout en tir, il a fait du tir sportif au lycée et il n'était pas bon du tout. Il ne savait pas tirer. Donc, c'est un article du New York Post du 15 juillet 2024, donc de lundi, qui en fait dit l'aspirant assassin de Trump a essayé de rejoindre un club de tir au lycée, mais a été rejeté parce qu'il était ridiculement mauvais. Voilà, donc ça a été repris par ABC aussi. Donc on sait que ce jeune homme, il a été dans une publicité pour les fonds d'investissement BlackRock il y a 2 ans. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui ont commenté ça sur les réseaux et en mentionnant un petit peu des aspects conspirationnistes. En fait, il faut savoir que BlackRock est un gros gestionnaire de fonds. Il gère énormément de fonds de pension, dont les fonds de pension d'énormément de systèmes d'écoles publiques aux États-Unis. Vous savez, les écoles ici publiques sont dirigées localement par la ville, par le comté, par l'État, et les systèmes de retraite des employés de ces écoles sont gérés BlackRock est un des acteurs majeurs de la gestion de ces fonds de retraite. Et donc, dans une pub où il mentionnait que voilà, il faisait beaucoup pour aider les enseignants à aider à prendre des retraites correctes, on voyait un lycée avec des lycéens dans une classe et donc le tireur Thomas Matthew Crook faisait partie des lycéens qui étaient filmés. Bon, moi, j'y vois plus un hasard qu'autre chose, hein, personnellement. Et sinon, pour revenir sur ce que je disais, prétendument républicain, ce qui a été présenté par Libération, hein, le journal Libération en France, en fait, il faut savoir que dans certains États américains, la primaire des démocrates et la primaire des républicains est organisée par les pouvoirs publics, elle est organisée par l'État. Donc, quand vous vous inscrivez sur les listes électorales, vous vous inscrivez pour voter aussi, on vous demande si vous voulez voter à la primaire des démocrates ou des républicains. Et dans ce cas-là, si vous vous inscrivez à celle des républicains, vous ne pouvez pas voter à celle des démocrates, évidemment. Et donc, le jeune homme en question était inscrit pour voter aux primaires des républicains. Mais ça ne fait pas de lui un républicain. Il faut savoir qu'il y a énormément de gauchistes aux États-Unis qui s'inscrivent en tant que républicains pour voter aux primaires des républicains et s'aborder les primaires. Il y a eu énormément d'articles de journaux que vous pourrez retrouver pendant la campagne des primaires il y a quelques mois où Nikki Haley a reçu énormément de votes de personnes de gauche en fait qui venaient voter aux primaires des républicains pour essayer de bloquer la nomination de Donald Trump. Donc, le fait qu'il soit inscrit sur les listes électorales en tant que républicain, ça ne veut rien dire. Par contre, il a un passé d'avoir fait un don notamment à une campagne démocrate, un don de $15, d'après ce que j'ai lu dans la presse. Je crois qu'il a fait un autre don beaucoup plus conséquent à une fille d'OnlyFans, hein, $1 500. Oui. Je sais pas si vous avez vu ça. Oui. Et donc, ça en dit aussi long sur le profil psychologique de la personne, je pense. Et oui, effectivement, $15 pour son parti politique et $15 000 pour son escorte virtuelle, je sais pas comment on appellerait ça, pour des photos. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce que dans mes auditeurs, j'ai des personnes qui ne connaissent pas OnlyFans ou Mime, ou peu importe. Bref, ce sont des femmes qui vendent des photos d'elles nues contre de l'argent. Et il s'avère qu'effectivement, ce fameux tireur, on a su en faisant des recherches sur lui, après bien évidemment qu'il y a eu une polémique internationale sur le fait qu'il essayait de tuer l'ancien président Donald Trump, et on a découvert qu'il avait dépensé plus de $1 480 et des poussières. Oui, ça sort pas. Tout à fait. C'est impressionnant. Hein, impressionnant. C'est impressionnant, mais je pense que ça en dit long aussi sur le profil du jeune homme, parce que si vous voulez, en tant que tireur sportif, je voudrais aussi parler un petit peu de ce qu'on sait par rapport au niveau de l'arme à feu. Donc, comme je le mentionnais, le mec ne sait pas tirer. Hein, c'est un article du New York Post du 15 juillet 2024 qui le mentionne. C'était aussi repris par la chaîne démocrate ABC. Donc, il a tiré avec un AR-15, donc qui est une arme assez conventionnelle aux États-Unis. C'est probablement la carabine de chasse la plus vendue aux États-Unis. Et il a tiré à une distance de 400 pieds environ. Donc, 400 pieds, on est dans les 120 mètres environ.
d'accord? Et il a tiré sans avoir de lunettes. Donc, c'est quand même surprenant, en fait, pour quelqu'un qui est décrit comme ne sachant pas tirer et ayant été renvoyé de son club de tir pour ça, en fait. Donc ça, c'est un Oui, élément que je effectivement. voulais préciser parce que vous avez sûrement tous vu sur Internet des gens mentionner des éventuels complots, c'est Donald Trump qui a organisé, c'est pour Ah oui, j'ai voilà, même pour entendu des attirer personnes en l'attention du France me le dire. public. Voilà, tout à fait. Et là, pour le coup, c'est des complots qui sont autorisés, puisque j'ai vu ça, même venant de personnalités médiatiques sur Twitter, des personnalités médiatiques françaises. Et bon, ce qu'il faut savoir un truc, c'est que tirer avec un AR-15 à une distance, donc un AR-15, le calibre, c'est du .223 Remington, donc c'est 5,56 autant. C'est les mêmes balles que les balles du FAMAS, par exemple. À 130 mètres environ, c'est pas facile de tirer, c'est pas à la portée de n'importe qui, surtout sans lunettes, surtout en tirant depuis un bâtiment en hauteur et on n'est pas en intérieur. Donc là, c'est une plaine, c'est un champ dans lequel le meeting avait lieu. Donc en fait, il y a du vent, etc. Et la théorie selon laquelle Donald Trump aurait payé quelqu'un pour le tirer dessus, pour pouvoir récupérer ça de manière médiatique, c'est ridicule. Puisque même pour des tireurs aguerris, le risque d'une erreur d'1 ou 2 centimètres au niveau de la cible est complètement possible. Et là, 1 ou 2 centimètres sur le côté, Donald Trump, il avait la tête explosée. Donc, je voulais couper court à cette théorie parce que on peut lire beaucoup de choses sur les réseaux par rapport à ça, mais c'est jamais venant de personnes qui ont utilisé des armes à feu. Voilà. Et effectivement, d'ailleurs, petite anecdote pas forcément très intéressante, mais j'ai déjà tiré à la R15 personnellement. Moi, de mon côté, j'avais une lunette. Et avec la lunette, j'ai trouvé que c'était d'une facilité et d'une précision incroyable pour toucher des cibles. Mais sans lunettes, ça doit effectivement pas être la même. Je pense qu'il faut être un minimum aguerri. Tout à Mais fait. Et en avec lunettes, extérieur, tout amateur touche une cible à 100 mètres, je pense, avec lunettes. voilà, et en extérieur et avec potentiellement du vent, je ne sais pas quelle était la vitesse du vent, mais on est aussi sûrement dans une situation de stress parce que c'est quand même pas anodin comme situation. Là, c'est pas le stand de tir avec les potes. Là, c'est quand même quelqu'un qui essaye d'assassiner le président des États-Unis. Donc, j'ai trouvé que c'était un petit peu loufoque la façon dont ça nous a été présenté par les médias. Aussi, une chose qui me paraît assez consternante, et là, c'est plus par rapport au Secret Service et les erreurs qui ont été commises par eux, c'est que ce bâtiment étant à 130 mètres, ayant une ligne de vue dégagée sur l'estrade sur laquelle Donald Trump faisait son meeting, ça paraît quand même assez évident de mettre quelqu'un pour surveiller cet endroit. Enfin, je veux dire, c'est là l'erreur, c'est ce qui est repris par énormément de commentateurs républicains ici, c'est comment est-ce possible qu'il n'y ait pas de sécurité sur ce toit. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, on en parlera dans quelques minutes. Avant, je vais donner la parole à Alexandre Simoneau. Alexandre, vous avez dit que Donald Trump, globalement, c'est Jean-Marie Le Pen qui a réussi, et c'est une analyse avec laquelle je suis relativement d'accord. On a vu que Donald Trump avait déjà accueilli Marion Maréchal pour un discours il y a quelques années, je crois que c'était vers 2016, 17, plutôt 17, et qu'il a eu aussi un appel téléphonique avec Éric Zemmour, et qu'il n'a également pas reçu Marine Le Pen à la Trump Tower. Vous diriez effectivement que Donald Trump s'intéresse à la politique française, Alexandre? Oh, écoutez, je le pense inconsidérablement. Aucun prétendant ou dirigeant des États-Unis d'Amérique ne peut envisager, n'est-ce pas, d'exercer de la politique sans s'intéresser à la France. Concernant Marion Maréchal Le Pen, vous m'excuserez concernant l'actualité qui est la sienne, de ne pas vouloir en exprimer, n'est-ce pas, parce que, bref, j'ai pas trop envie de parler d'elle, mais il est évident qu'il y a beaucoup de similitudes, n'est-ce pas, entre Jean-Marie Le Pen et Donald Trump. Ce sont des personnalités très viriles, des hommes très affirmés. Simon, Simon Dieu, je m'amuse à me dire qu'ils sont milliardaires ou millionnaires tous les deux. Je vais recevoir une rafale. Non, écoutez, je vais être vulgaire pour une fois.
ils ont des couilles au cul, voyez-vous? Voilà. Ce sont des patriotes, n'est-ce pas? Et qui défendent finalement les mêmes problèmes. L'islamisation de leur société, de leur patrie, une immigration insupportable et j'aurais tendance à dire, ce serait méchant que Donald Trump est un Jean-Marie Le Pen qui a réussi. Il ne s'agit pas de réussir ou de arriver au pouvoir, c'est pas réussir ou ne pas réussir. Mais en tout cas, ils ont ce point commun de dénoncer, n'est-ce pas, l'islamisation, l'immigration. Enfin, l'un est la conséquence de l'autre et l'une la conséquence de l'une. Et ils ont ce point commun, puis ils ont une espèce de ressemblance physique, un physique imposant, c'est une virilité certaine, n'est-ce pas? Et je pense, oui, que très simplement, bah, disons-le clairement, je l'aurais dit de Ronald Reagan, mais ça n'est plus d'actualité, mais je pense très sincèrement, toute génération confondue, n'est-ce pas, que Donald Trump est le Jean-Marie Le Pen américain, très simplement, parce que ce sont exactement les mêmes idées, ce sont exactement les mêmes ennemis, ce sont exactement les mêmes dénonciations, et je trouve, oui, que même physiquement, ils ont des similitudes physiques, mais au-delà du physique, parce que c'est totalement secondaire, mais je trouve que Donald Trump est tout à fait le Jean-Marie Le Pen américain. Voilà, je le pense ainsi, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre Simoneau, pour votre réponse. Arnaud, avant de parler de tout ce qui est sécurité, de tout ce qui entoure effectivement tout ça, j'aurais aimé quand même faire une petite parenthèse brève sur Elon Musk. Elon Musk qui, visiblement, de ce que j'ai vu, s'est engagé à soutenir la campagne de Donald Trump à hauteur de 45 millions de dollars par mois. Par mois, effectivement. Je ne me trompe pas, hein, ça peut paraître des sommes immenses, mais il faut rappeler qu'on est aux États-Unis déjà et que les lois ne sont pas les mêmes qu'en France. Et je crois qu'en 2016, Donald Trump avait dépensé 800 millions de dollars pour sa campagne, hein, si je ne dis pas de bêtises, ce qui n'est pas forcément aberrant pour les États-Unis. Non. Alors, aux États-Unis, il faut savoir que les lois électorales sur le financement électoral, tout ça est très surveillé. Il faut savoir qu'en fait, la loi a été complètement détournée et je vais l'expliquer rapidement. Les dons sont limités, il me semble, à 7 000 ou 8 000 dollars par personne et les entreprises n'ont pas le droit de donner. Donc ça, c'est assez similaire à ce qu'on a en France. Par contre, la loi a été, on va dire, détournée puisqu'il y a ce qu'on appelle les CPAC, CPAC, c'est les Political Action Committee. Et donc ça, c'est des sortes d'associations qui s'engagent pour un candidat. Et le financement de ces associations est libre. Donc, les entreprises ou les milliardaires comme Elon Musk peuvent donner des sommes comme 45 millions de dollars par mois. Sur 4 mois, on arrive quand même à un montant de 180 millions de dollars. Et donc, ces Political Action Committee, les PAC, en fait, vont payer les meetings de Donald Trump, par exemple, ou payer les meetings de Joe Biden. Donc, en fait, pour la campagne du candidat, le candidat se rend gratuitement à un meeting qui lui est offert. Vous comprenez un petit peu comment la loi a été détournée ici avec ces Political Action Committee. Et ça fait des années, hein, ça fait des décennies que c'est comme ça. Et c'est ça qui a fait que les campagnes présidentielles battent toujours des records. Chaque campagne est plus coûteuse que la campagne précédente. Déjà, à l'époque d'Obama, on était déjà dans des centaines de millions de dollars, hein, à l'époque de la campagne d'Obama de 2008, sa campagne de réélection en 2012. Ici, c'est pas aberrant, hein, considérant que les chaînes de télé ne fournissent pas de temps d'antenne gratuit, donc s'ils doivent, les chaînes de radio non plus, donc s'ils doivent faire des spots de campagne et qui doivent être diffusés à la télé, c'est à payer au prix de la publicité à la télé. C'est-à-dire que si Trump met une publicité de 30 secondes sur Fox News à 20 h, ben c'est la même chose que si Coca-Cola faisait une publicité de 30 secondes. Donc, les montants, tout ça chiffre très rapidement, en fait.
Ah, bah merci beaucoup pour l'explication, Arnaud, parce qu'il est vrai que de notre point de vue de français, on comprend pas forcément pourquoi ça atteint des sommes assez astronomiques, mais là, on comprend beaucoup mieux. Bah oui, puis Euh, il y a tout ce qui se oui, fait aussi sur le côté, les organisations de meetings géants. Parce que, comme vous avez vu, les meetings américains, c'est soit dans des stades ou des palais des congrès, soit c'est en plein air, par exemple des aérodromes ou des champs, comme en l'occurrence ici à Butler le week-end dernier, à Butler, Pennsylvanie. Tout ça, les coûts de location de toutes ces enceintes, c'est toujours exorbitant. Après, il faut savoir aussi qu'il y a énormément d'appels téléphoniques pour appeler les gens et dire voilà, votez pour un tel. Ça aussi, c'est des call centers, ça coûte énormément d'argent. Une campagne présidentielle ici aux États-Unis, c'est vraiment une entreprise en fait, une campagne présidentielle ici. et tout à fait. Je vais rendre la parole à Alexandre Simoneau brièvement. Alexandre Simoneau, vous avez parlé effectivement de Donald Trump qui a été sauvé probablement par la Providence, chose à Oui, laquelle j'ai très envie et je veux croire aussi parce que oui, c'est vrai que oui, les oui. circonstances sont quand même en sa faveur, on va pas se mentir. Moi, j'aurais aimé vous poser cette question, car nous avons surtout le souvenir de ce top modèle du mugshot, si j'ose dire, qui a réussi à se lever 40 secondes à peine après avoir pris une balle dans l'oreille pour se battre courageusement et dire combattons. Est-ce que cet état d'esprit, déjà, vous rappelle pas Jean-Marie Le Pen? Et je crois savoir que Jean-Marie Le Pen a eu aussi des déboires, a eu aussi des attaques contre lui, notamment un attentat dans son appartement. Est-ce que cet esprit combatif, vous l'avez retrouvé également du côté de Jean-Marie Le Pen lorsqu'il a reçu des attaques, sachant que Jean-Marie Le Pen, vous le connaissez quand même depuis très longtemps? Oui, non, mais que je le connaisse depuis longtemps ne rentre pas vraiment en considération. Mais c'est vrai que Jean-Marie Le Pen a échappé plusieurs fois, n'est-ce pas, à des attaques. Écoutez, il a été résistant à l'âge de 15 ou 16 ans, ce qui a fait avec Roger Olindre et lui les résistants, l'un des résistants les plus jeunes de France. Euh, il a échappé, oui, et puis il a eu, qu'est-ce qui il a eu l'attentat qui lui a coûté la perte de son œil, il a eu l'attentat de la Villa Poirier, enfin, il a échappé à plusieurs fois dans sa vie. Et il fait partie de ces hommes, vous voyez, comme Donald Trump, on voit très très bien le doigt de la divine providence. Vous voyez, c'est pas parce que Donald Trump, ce qui est extraordinaire, et puis ce qui est bien, parce que maintenant on a des médias modernes qui nous permettent d'analyser les choses stricto sensu, de les voir immédiatement, de les voir. Donald Trump, à quelques millimètres près, c'était terminé. Voilà. Et moi, je suis intimement persuadé que la Providence protège des hommes comme lui, comme la Providence a protégé Ronald Reagan, Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Enfin, bref, je suis intimement persuadé, oui, je pourrais me tromper. Les gens pourraient me répondre, écoutez, c'est l'effet du hasard, le type a mal tiré. Non, parce que vu les circonstances actuelles, vu tout ce qui se passe dans le monde, moi je suis intimement persuadé que la tentative d'assassinat de Trump et son échec, je suis intimement persuadé que cela relève de la divine providence. Vous savez, euh, mis à part le pape, qui est une entité particulière, mais je suis persuadé que, et je vais en choquer certainement énormément, et c'est pas grave, mais je pense que l'équilibre international actuel repose sur deux personnalités majeures que sont Vladimir Poutine et Donald Trump. Voilà. Et tant qu'elles sont en place, ma foi, remerciez le ciel, dames et gens, parce que le jour où ils sont plus là, eh ben, écoutez, vous verrez ce que vous verrez. Donc, je le répète et je le redis, nous avons assisté à un miracle, vraiment un miracle, parce que Ouais, vu la il y a, puissance des armes, vu la puissance des armes, la proximité de la cible,
C'est extraordinaire qu'il ait pu s'en tirer. Merci mon Dieu, Deo gratias, comme disent les latins. Deo gracias, effectivement. Ceux Vous voulez qu'on le revenir- remerciera. Ah, ben allez-y, Arnaud, allez-y. Ouais, je voulais revenir sur le timing de cette tentative d'assassinat. Donc, c'était samedi 13 juillet, ça ne vous aura pas échappé. Et c'était quelques jours après le débat, puisque le débat était c'était le 26 ou le 27 juin. Le débat qui a opposé Joe Biden à Donald Trump, donc sur CNN pendant environ 2 heures. Un débat où on a pu constater l'effondrement de Joe Biden. Il n'était pas en mesure de répondre à la plupart des questions. On a pu voir aussi un Donald Trump qui était très clément, en ne l'enfonçant pas trop et en ne le ridiculisant pas trop. Juste une sortie que Donald Trump a fait, c'est j'ai rien compris à ce que Biden a dit. Il n'a rien compris à ce qu'il a dit, et vous-même aussi, les journalistes, vous n'avez rien compris à ce qu'il a dit. Mais sinon, il a été très, très courtois. Donc, la tentative d'assassinat est 15 jours après ce débat, d'accord, qui a été de l'avis unanime des commentateurs, y compris les commentateurs démocrates, une victoire au débat de Donald Trump. Il y a eu pendant 15 jours, on a eu des remous avec des personnalités influentes proches du Parti démocrate. Je pense notamment à l'acteur George Clooney, donc, qui est un acteur très connu d'Hollywood, mais qui est aussi une personne qui fait énormément de collecte de fonds avec sa femme, Amal Clooney, si je ne me trompe pas de son nom. Ils font énormément de collecte de fonds pour les démocrates. Et des personnes comme ça ont commencé à s'exprimer publiquement en disant non, là c'est trop, il faut remplacer Joe Biden. Et la convention républicaine, la convention des républicains a commencé ce lundi 15. Et elle s'est terminée hier par le discours donc, de Donald Trump à la convention des républicains. Donc du 15 au 18 juillet. Et cette tentative d'assassinat arrive pile au milieu, c'est-à-dire juste après que Biden soit ridiculisé et qu'on commence à parler de remplacer Biden de manière sérieuse, parce qu'il y a des bruits qui courent depuis 1 an sur le potentiel remplacement de Biden, mais maintenant, des personnalités de premier plan qui commencent à en parler publiquement. Et puis, la nomination de Donald Trump comme candidat officiel et la nomination du vice-président potentiel. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aux États-Unis, on ne vote pas pour le président, on vote pour un ticket présidentiel qui contient le président et le vice-président. Les deux sont élus sur le même bulletin. En fait, c'est un scrutin de liste, en fait. On vote pour la liste avec un président et un vice-président. On peut se demander si les conséquences qu'aurait eu un assassinat de Donald Trump. Si Donald Trump était mort donc samedi dernier, le 13, à la convention des Républicains, il aurait fallu nommer un nouveau candidat en urgence et il n'y aurait pas eu de vice-président potentiel trumpiste, puisque le potentiel vice-président de Donald Trump son nom n'avait pas encore été révélé. Il a été révélé en début de semaine. Et il s'agit de J.D. Vance, donc, qui est un sénateur de l'Iowa avec un profil assez intéressant, quelqu'un qui vient du Midwest, des familles blanches pauvres de la ruralité. Mais c'est vrai que le timing de la tentative d'assassinat, en fait, c'était, je vais le dire, c'était vraiment le meilleur moment pour assassiner Trump, en fait. Merci beaucoup pour ces précisions, notamment par rapport au vice-président. Oui, la question que je voulais vous poser, c'était que par rapport à la sécurité, vous avez jugé effectivement que la sécurité était peut-être insuffisante. On a vu beaucoup de montages, notamment sur le criminel a quand même, on peut préciser, parce que peut-être en tant que Français, on est un peu peut-être étonné, je sais plus, parce que apparemment c'est quelque chose qui est devenu très rare en France. Le tueur, je me raconte, l'assaillant a été abattu extrêmement rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça? Bah ça aussi, c'est aux États-Unis, c'est assez classique. Hein. Je veux dire, n'importe qui commence à tirer sur des gens avec une arme à feu se fait descendre. Hein. Ici, c'est assez standard, il n'y a rien de surprenant. Surtout dans un contexte comme ça où c'est un candidat à la présidentielle et potentiellement le futur président. Alors, concernant la sécurité, je vais reprendre mes notes. J'avais pris quelques notes concernant la sécurité. J'avais 2-3 trucs à mentionner à ce sujet. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est le Secret Service, qui est un service spécialisé qui protège les présidents actuels, les vice-présidents, les anciens présidents, les anciens vice-présidents et qui protège les candidats. Donc, Donald Trump, il est protégé au titre d'être l'ancien président et d'être le candidat du Parti républicain.
Et donc, ce Secret Service, cette protection, a failli être retirée à Donald Trump il y a quelques mois. Elle a failli lui être retirée parce qu'il y a eu un projet de loi qui a été déposé par un membre du Parlement américain qui s'appelle Benny Thompson. Et Benny Thompson, il a fait un projet de loi qui s'appelle Disgraced Former Protectees Act. Le projet de loi n'est pas passé, mais le projet de loi visait à retirer la protection du Secret Service à toute personne condamnée pour un crime ou pour un délit. Et donc, vous avez tous suivi le procès de Donald Trump où il a été condamné dans l'affaire Stormy Daniels à New York il y a quelques semaines. Bien sûr, il y a un appel, donc il n'est pas coupable pour le moment puisque l'appel est suspensif. Mais en vertu de ce projet de loi donc, de Benny Thompson, Donald Trump n'aurait plus la protection du Secret Service. Et si vous en cherchez plus d'informations sur ce sujet, il y a un article qui s'appelle « Les démocrates soutiennent un projet de loi pour révoquer la protection du Secret Service pour Trump ». C'était dans le Daily Signal du 14 juillet 2024. Voilà. Alors après, concernant la sécurité et la catastrophe de la sécurité, je suppose que beaucoup de nos auditeurs ont vu les événements en vidéo. On voit que les agents de sécurité sont très désorganisés. On voit qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Ils prennent quasiment 1 minute et demie pour sortir de la scène, alors que la scène est un endroit vraiment exposé, puisqu'il y a eu des coups de feu. Donc, ils auraient dû bouger tout de suite, en fait, le sortir de l'enceinte et le ramener à son convoi pour l'évacuer tout de suite. Il faut savoir que la directrice actuelle du Secret Service, donc c'est une dame, j'ai oublié son nom, et en fait, elle avait pour projet de féminiser le Secret Service avec un objectif d'atteindre 30% de personnel féminin. Et on a vu que ça ne collait pas beaucoup parce que dans les agents chargés de protéger Donald Trump, il y avait énormément de femmes. Et ce qu'on a pu voir, c'est que certaines ont une incapacité à remettre leur arme dans leur holster. Il leur faut 15-20 secondes. Il y en a une qui a fait tomber du matériel au sol. Ils ont des mouvements assez erratiques et même peureux, puisqu'il y a une photo où on voit une agent qui se planque derrière. Elle est planquée derrière Donald Trump, donc elle est censée le protéger, mais en fait, elle se cache derrière. De ce qu'on peut conclure de ça, c'est que la diversité, les politiques, ce qu'on appelle ici de DEI, diversité, équité et inclusion, ça se fait au détriment des compétences. Et que voilà, les critiques sur cette politique d'emploi, de prendre des gens avec des profils divers en essayant de privilégier des femmes, des minorités sexuelles, des gens de couleur, etc., au détriment des compétences. Là, je pense qu'on a un exemple flagrant des limites de cette sélectivité à l'emploi, en fait, où le mérite et les capacités ne sont plus le paramètre principal pour décrocher un emploi. Effectivement, oui, j'avais vu que ça avait fait effectivement être supprimé, Secret Service. Et d'ailleurs, l'attaque a fait un mort. On a tendance parfois un peu à l'oublier, mais l'attaque a fait un mort. Tout à fait, un mort et 2 blessés. Un mort, donc oui, un mort dans le public, 2 blessés dans le public et bien sûr l'assaillant qui est mort. Oui, effectivement, l'assaillant qui a été abattu. J'aurais aimé quand même revenir quelques instants. Déjà, tout d'abord, à Alexandre Simoneau. Alexandre Simoneau, je vais vous interroger. Cette montée, je vais dire, de cette affaire incroyable, peut également servir de manière très détournée, très essorée, selon moi, la question, vous savez, la question des armes à feu. Dès qu'il y a un meurtre, dès qu'il y a une attaque. C'est vrai que cette question, j'aurais plutôt la poser à Arnaud, parce qu'il le vit aux États-Unis, mais j'aimerais avoir un point de vue d'un Français sur le territoire français, parce que nos législations sont très différentes. Alors moi, vous le savez, je suis plutôt pro-armes. Le Parti de la France a pour projet d'avoir une milice de 100 000 citoyens qui seraient formés et armés également de plus. Bref, globalement, au Parti de la France, on n'est pas fâché avec les armes à feu, je crois. Cependant, effectivement, dès qu'il y a un cas comme ça qui s'annonce, on a la montée du lobby anti-armes qui est très farouche et très puissant aux États-Unis, bien que les armes voilà, la liberté n'est pas la même qu'en France. La liberté est bien plus grande aux États-Unis qu'en France, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Vous, Alexandre Simoneau, qu'est-ce que vous pensez de la libre circulation des armes à feu de manière générale? Écoutez, j'aime bien cette devise latine que je traduirai avec plaisir, qui s'appelle in medio stat virtus, n'est-ce pas? Ce qui veut dire, c'est que c'est dans la modération, dans le milieu, dans la modération que se tient la vertu.
je suis évidemment pas pour une légalisation à tout va de l'arme à feu qui ferait que même un gamin de 6, 7, 8 ans puisse s'en procurer une. Et je ne suis pas non plus pour l'interdiction qui, en fait, je le rappelle, a conduit des milliers de nos concitoyens à rapporter il y a, je crois, il y a même pas un an ou deux, les armes qu'ils possédaient et qui se sont empressés de les rapporter dans leur commissariat, que j'ai trouvé ça totalement ridicule, voire criminel. Mais je suis vraiment, bien évidemment, pour que chacune et chacun d'entre nous puisse se défendre et puisse avoir une arme à feu. Mais vous voyez, c'est un peu comme le permis de conduire. Heu je ne suis pas défavorable, à ce que, à l'âge de 70-80 ans, c'est un peu l'âge de mes parents, donc ils m'en voudront pas, il y ait un petit rappel à l'ordre, n'est-ce pas? Pour vérifier s'il est vraiment on est vraiment en état de pouvoir conduire un véhicule et je pense et je pense moi je suis vraiment pour que les citoyennes et les citoyens puissent être armés. Mais je pense qu'un petit rappel, tous les 5, oui, tous les 5 ans, tous les 10 ans, ça me paraît pas inutile, déjà pour vérifier qui savent tirer, correctement et ça me paraît pas stupide. Moi je personnellement, hein, je pense que chacune et chacun d'entre nous devrait pouvoir être armé, d'armes à feu, hein. Je parle pas d'un cutter ou d'une bombe lacrymogène. Mais tout ça bien encadré par la loi, voilà. Si vous me demandez ce que j'en pense cela. Je pense que tout citoyen devrait pouvoir défendre ses biens, ses personnes, sa famille, son chien, sa chienne, sa propriété, mais voilà, de manière un peu plus encadrée, très simplement. Il y a aucun encadrement en France. C'est-à-dire qu'en France, si vous voulez vous servir d'une arme à feu, alors il faut soit, n'est-ce pas, être inscrit dans un club de tir, soit rien du tout. Non, je trouve que ceci devrait être encadré et un petit examen tous les oui, je vous ai dit tous les 3, tous les 5 ans pour vérifier déjà que vous êtes, normal, que vous ne picolez pas, que vous ne consommez pas de stupéfiants, que vous avez un casier judiciaire, vierge et au-delà de tout reproche. Moi, ça me paraît une bonne chose, heu, que les citoyens soient armés, ça me paraît une évidence parce que, vu le degré d'insécurité dans lequel nous nous trouvons, à vrai dire, bon, oui, c'est super, on a la police, on a la justice, on a l'armée, c'est formidable. Mais écoutez, ça ne suffit pas. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment une législation bien encadrée, avec des citoyens et des citoyennes qui s'entraînent régulièrement. Moi, je dis pas toutes les semaines, je dis pas tous les mois, je dis une petite séance de tir tous les trimestres, un peu comme devrait être le permis de conduire. Parce qu'actuellement, je fais un parallèle évident parce que je fais ce parallèle parce que le permis de conduire maintenant est un permis de tuer, je dis ça entre guillemets parce qu'il y a des gens, qui l'ont obtenu il y a 40, 50, 60, 70 ans et qui maintenant malheureusement, sont des criminels en puissance, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que voilà, hem, de la même façon qu'on devrait contrôler les aptitudes à pouvoir, maîtriser son permis de conduire, je trouve que de la même façon, on devrait pouvoir, maîtriser le permis de tirer comme le permis de chasse. C'est un petit peu la même chose. Il y a énormément de chasseurs, ici-bas, dans notre pays. Je pense que tout ceci devait être légiféré, je ne dis pas libéralisé, mais je trouve que voilà, on devrait pouvoir, contrôler cela de manière intelligente, légalisée, pour permettre à ceux,
qui ont le droit d'avoir des armes, de les avoir, et surtout de permettre à ceux qui n'ont pas le droit de les avoir, de ne pas les avoir. Enfin, j'espère avoir été clair. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, j'ai trouvé ça très clair. Et vous, Merci à vous. Arnaud, avec grand plaisir. Et vous, Arnaud, qui vivez dans un pays qui est quand même plus accessible en termes d'armes à feu, est-ce que vous avez vu je sais pas moi, le soulèvement du lobby anti-armes qui a encore essayé de se saisir d'une quelconque... Ben justement, non. Allez-y. Non? Oui, parce que c'est Justement, non. Trump. Voilà, c'est ça. Parce que c'est Trump. Effectivement, personne n'est monté au créneau dans la gauche américaine par rapport à des nouvelles lois sur l'encadrement des armes à feu. Bon, je tiens à rappeler aussi qu'aux États-Unis, les armes à feu il y a une législation fédérale de base qui s'applique à tout le pays, notamment sur les armes automatiques qui sont quasiment absentes aux États-Unis, contrairement à ce qu'on voit dans les films. Sur les silencieux et sur un certain type d'armes assez précises. Sinon, tout est du ressort des États. Et donc, il y a des États comme l'Alabama qui sont très libéraux sur le sujet et d'autres comme, par exemple, je pense à l'Illinois avec la ville de Chicago où il est impossible d'acheter un AR-15 à Chicago alors qu'en France, vous pouvez en acheter un avec une licence de tir et une autorisation préfectorale puisque c'est une catégorie B en France. Donc, il y a des États américains qui sont plus restrictifs que la France même si dans la majorité des États, ça n'est pas le cas, évidemment. Je veux juste préciser ça. Merci beaucoup, Arnaud, pour votre précision, effectivement, sur les législations des armes à feu. Donc, je voulais vous poser effectivement une question sur la violence politique, peut-être en général des États-Unis. Ouais. Est-ce que la politique aux États-Unis est plus violente qu'en France? On peut dire que historiquement, oui. Donc là, je vais reprendre ma fiche parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'assassinats politiques et de tentatives d'assassinat. Donc, je suis obligé de lire ma fiche. Je fais mes petites recherches. Donc, il y a eu 4 présidents assassinés aux États-Unis. Il faut savoir que Joe Biden est le 46e président. Donc, 4 sur 46, ça fait quand même beaucoup. On est quasiment sur un président sur 11, ouais, 8-9%. Donc, il y a eu bien sûr Abraham Lincoln qui a été tué en 1865 par John Wilkes Booth. Il y a eu le président James Garfield qui a été tué en 1881, William McKinley en 1901 et bien sûr aussi John Fitzgerald Kennedy assassiné à Dallas en 1963 avec pour tireur, on va dire présumé, Lee Harvey Oswald. Donc ça, c'est les présidents assassinés. Mais il y a eu aussi des tentatives d'assassinat sur les présidents. Le président Andrew Jackson, 1835, Theodore Roosevelt, 1912, Franklin Delano Roosevelt, son neveu, 1933, Harry Truman en 1950, Gerald Ford, il y a eu 2 tentatives d'assassinat contre lui, une par une femme du nom de Lynette Fromm en 1975 et une par Sarah Jane Moore en 1975 aussi, un peu plus tard le même mois, donc septembre 1975, 2 tentatives d'assassinat contre Gerald Ford. Gerald Ford, qui était le président qui a succédé à Richard Nixon après sa démission. Il était le vice-président de Richard Nixon et à la démission de celui-ci, il est devenu président. Et bien sûr, John Hinckley Jr., qui a essayé d'assassiner Ronald Reagan pendant les années 80. Il y a eu l'assassinat d'un candidat, Robert Fitzgerald Kennedy, qui était le candidat démocrate à la présidentielle de 1968, qui était tué par un Palestinien, Sirhan Sirhan. Donc, à noter que Robert Fitzgerald Kennedy est le frère du président Kennedy. Il était l'ancien ministre de la Justice américain, candidat donc démocrate, et il est le père de Robert Fitzgerald Kennedy Jr., qui est candidat indépendant cette année. Un ancien démocrate qui est candidat indépendant. Après, on peut aussi mentionner, parce qu'il y a encore beaucoup à dire, on peut aussi mentionner les assassinats de personnalités de premier plan. Je pense notamment à Martin Luther King, qui a été assassiné en 1968 par James Earl Ray, et puis l'assassinat de Malcolm Little, connu sous le nom de Malcolm X, aussi en 1965. Il y a eu Alexander Hamilton, qui était l'ancien secrétaire au Trésor américain en 1804, qui est mort tué par Aaron Burr, ancien vice-président, lors d'un duel. Donc, vous voyez que les assassinats politiques, ça remonte à loin, hein, puisqu'il y a 220 ans, on a eu quand même un vice-président qui a tué lors d'un duel à l'arme à feu l'ancien secrétaire au Trésor. Et puis plus récemment, on a eu des tentatives d'assassinat. Je pense notamment à celle contre Steve Scalise
Alors, Steve Scalise, c'était le leader de la majorité républicaine à la Chambre des représentants. Donc, en fait, c'est l'équivalent chez nous du leader de la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, qui a été grièvement blessé en 2017. Il y a eu 4 personnes qui ont été blessées lors d'un entraînement de baseball de membres du Congrès où un zinzin du nom de James Hopkinson leur a tiré dessus. On a eu aussi Brett Kavanaugh, qui est un juge de la Cour suprême qui a été nommé par Donald Trump pendant son premier mandat, qui a fait l'objet aussi d'une tentative d'assassinat en 2022. Donc vous voyez, une tentative d'assassinat contre un leader parlementaire en 2017, tentative d'assassinat contre un juge de la Cour suprême en 2022, et là une tentative d'assassinat contre Donald Trump en 2024. Donc effectivement, on peut dire qu'aux États-Unis, il y a une certaine tradition de violence politique, effectivement. Oui, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, la réaction de Donald Trump m'a beaucoup rappelé la réaction de Roosevelt, qui lui aussi était candidat pour son 3e mandat. Il avait, si je ne dis pas de bêtises, il avait été protégé par son protège-lunettes ainsi que par son discours de 50 pages. Il avait pris une balle dans le thorax, excusez-moi, et il a continué pendant plus d'1 heure son discours avant d'aller à l'hôpital. Je rappelle que c'était aussi un homme qui vendait beaucoup sa virilité, qui vendait beaucoup sa force, et sa force, il a pu la démontrer ce jour-là. Donc Oui. voilà, ça m'a rappelé cette histoire. Mais vous savez, ce qu'il faut voir, c'est que dans le cas de Donald Trump, je ferai remarquer aussi que la réaction des pro-Trump aux États-Unis, puisque Donald Trump est très très populaire ici, et vous remarquerez qu'il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de pâté de maison incendié, il n'y a pas eu d'attaque sur la police, contrairement à ce qui s'était passé par exemple après la mort de George Floyd. Donc, c'est aussi des choses que je noterai, c'est que les partisans de Donald Trump sont quand même des gens assez pacifiques, puisque on était quand même à 2 doigts de l'assassinat de leur candidat à la présidentielle et il n'y a eu absolument aucune émeute ici, aucun événement de trouble à l'ordre public en fait. Et vous diriez qu'il y a, j'ai envie de dire, des appels à la violence contre Donald Trump? Ah oui, tout à fait. Alors là, c'est pareil, je vais reprendre ma fiche. J'ai bien raison de préparer cette émission à l'avance. Donc, en 2018, Maxine Waters, qui est une représentante de la Californie à la Chambre des représentants, donc en fait, c'est une députée qui représente la Californie au niveau fédéral, elle avait déclaré « Si vous voyez quelqu'un du gouvernement Trump dans un restaurant, dans un grand magasin, dans une station-service, vous sortez, vous créez une foule autour et vous les repoussez et vous leur dites qu'ils ne sont plus les bienvenus nulle part. » Donc, c'est une déclaration qui était passée en direct sur la Fox le 24 juin 2018. Il y a eu aussi les propos de Joe Biden récemment qu'on pourrait mentionner lors d'un appel avec des donneurs démocrates. Biden qui a déclaré que c'était le moment de mettre Trump dans le collimateur. Donc, bon, on se doute bien que quand Biden dit ça, c'est au sens figuré, mais on peut trouver quelqu'un pour le faire au sens propre quelques semaines après, puisque cette info a été ressortie récemment donc, par le journal britannique The Mirror le 14 juillet 2024, donc le lendemain de la tentative d'assassinat. Et puis après, il y a aussi, à l'encontre de Donald Trump, énormément d'incitation à la violence de la part des personnalités du show business. Je pense notamment à Kathy Griffin, qui est une espèce de comédienne un peu surannée, qui avait publié une photo d'elle tenant une fausse tête de Trump décapitée en 2017. Vous pourrez retrouver cette info dans The Guardian du 31 mai 2017. Je pense à Robert De Niro, excellent acteur, mais on peut pas. C'est une personne lamentable et minable en dehors de sa carrière d'acteur, qui lors d'une cérémonie en 2018 avait dit, je cite, « fuck Trump », et il avait déclaré qu'il voulait qu'il voulait le frapper physiquement. On peut penser aussi à Johnny Depp lors du festival de Glastonbury en 2017, qui avait posé la question à la presse sur le ton de la blague. Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'un acteur a assassiné un président? Donc en faisant référence à John Wilkes Booth, qui est un acteur, un comédien de théâtre qui avait tué le président Abraham Lincoln. Cette info, vous la retrouvez sur le site de la BBC en date du 23 juin 2017. Donc effectivement,
Donald Trump a été plus que n'importe qui d'autre victime de beaucoup d'escalade verbale et d'incitation à la violence, effectivement. Merci pour votre réponse. Je reviens à Donald Trump dans 2 minutes. Je voulais juste te parler à Alexandre Simoneau, puisque vous avez parlé du 14 juillet, ça m'a fait penser à ça. Le 14 juillet, la fête nationale de la France, Alexandre Simoneau, Oui, la flamme olympique est passée à la grande mosquée de Paris. Est-ce que vous y voyez un message très clair et très fort de la République? écoutez, au risque de choquer certains, bon, le symbole est évidemment éminemment, n'est-ce pas, provocateur, parce qu'on choisit le jour de la fête nationale. En revanche, je tiens à rappeler que la grande mosquée de Paris, euh, par rapport aux autres grandes mosquées que l'on peut maintenant rencontrer dans la plupart des grandes villes de France, elle a un statut particulier, n'est-ce pas? C'est qu'elle a été construite en remerciement des services et des services rendus. N'oublions, euh, au-delà des considérations, hein, n'est-ce pas, au-delà de nos sentiments personnels, nous sommes tous des catholiques, en tout cas des chrétiens, n'oublions jamais que la construction de cette mosquée est particulière par rapport à toutes les mosquées que vous croiserez sur le territoire. C'est qu'elle a été construite en hommage à tous les musulmans qui ont donné leur vie pour la France. Je ne parle pas uniquement des harkis, mais je parle à travers les ans et les âges de tous les musulmans qui ont versé leur sang pour leur pays. Le jour du 14 juillet me paraît évidemment une provocation. Et si le président Giscard était là, je rappellerai la question que lui avait posée, je crois, c'est pas Paul Amar, je crois que c'est Bruno Mazur, lors d'un journal télévisé du 20h de France 2. Une année, on avait fait défiler de manière assez provocatrice l'armée allemande un 14 juillet. Et le président Giscard, paix à sa mémoire, paix à son âme, avait dit, évidemment, que les faire défiler sur les Champs-Élysées, il n'y avait aucun problème, mais choisir le jour du 14 juillet lui paraissait, n'est-ce pas, une provocation, et ça ne m'étonnerait pas du président Macron, qui est un provocateur né, n'est-ce pas, qui passe son temps à vouloir choquer, provoquer, blesser, parce que je pense qu'il est dans ce registre-là, vous savez, quand il fait venir des équipes ou des espèces d'orchestres, de chorales débiles, là, le 21 juin, dans la cour de l'Élysée, je crois que c'est un provocateur. Donc voilà. Euh, Là où cet imbécile, parce que, bon, bah, écoutez, tant pis pour moi, mais là où cet imbécile pourrait faire un bel acte, je ne sais pas, choisir une belle date des grandes résistances et la bataille de l'Algérie française n'en manque pas, mais de faire cela, n'est-ce pas, le 14 juillet, c'est évidemment de la provocation. Mais encore une fois, et c'est ce que j'ai rappelé, parce que j'ai reçu pas mal de mails, de messages depuis le 14 juillet, n'oublions pas, je vous en supplie, n'oubliez pas les centaines, des dizaines de milliers, mais même s'il n'y en avait que 5 ou 6 ou 7, on s'en fout. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais, par rapport à toutes les mosquées que vous croiserez dans ce putain de pays, pardon l'expression, n'oubliez jamais que cette mosquée du 5e arrondissement de Paris a été, elle a vraiment une existence légitime, vous voyez. Elle a été construite en hommage à toutes celles et ceux musulmans
qui ont versé leur sang pour la France. Donc, il ne me choque absolument pas, voilà, Je suis d'accord. non, je finis ma phrase, que la flamme olympique y passe. Le 14 juillet me paraît pas forcément la meilleure des dates, parce que ma foi, écoutez, il y a d'autres lieux symboliques le 14 juillet. En tout cas, que la flamme olympique y passe dans cette mosquée qui, elle, est parfaitement légitime et qui soit parfaitement légitime que par la mosquée, que la flamme y passe, cela ne me choque absolument pas. Voilà, je vous le dis très simplement, comme patriote, parce que je n'oublie pas le sacrifice de nos frères de sang, comme disait Jean-Marie Le Pen. Hein, il disait frères par le sang versé. Voilà, c'est comme ça qu'il appelait pas uniquement les Algériens, parce que vous savez, comme disait Napoléon, l'Empire français était un empire à l'époque sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Voilà. J'adore cette expression d'ailleurs. Et voilà, n'oublions pas. Donc, honnêtement, très simplement, de vous à moi, il ne me choque absolument pas que la flamme olympique y passe ça. Voilà. Le 14 juillet, on aurait pu choisir une autre date. Voilà, c'était pas. Et puis, voilà. À la limite, je m'en fous. Je vais vous le dire, franchement. Mais vraiment, n'oublions jamais le sacrifice qui a été de celles et ceux de confession musulmane et d'autres nations et de patries qui ont vraiment versé leur sang et au prix de souffrances abominables qu'ils ont versé pour la France. Ne l'oublions jamais. Donc, je ne suis pas choqué. Pas plus que cela. Voilà. Au risque de choquer certains d'entre nous, mais bon, mon opinion, c'est la mienne. Voilà. Globalement, je suis d'accord avec Alexandre. Je suis complètement d'accord. J'ai vu que la flamme était passée, par contre, au moment de la prière de l'après-midi qui a été annulée, en l'occurrence, en cette raison-là. On peut voir un petit clin d'œil à la laïcité qui s'incruste jusque dans les lieux de culte, même si c'est pas nos lieux de culte à nous, mais on peut voir aussi cet aspect-là des choses avec ces flammes olympiques qui passent à l'heure de la prière et qui annulent la prière. C'est comme si, en fait, le flamme olympique passait dans une église à 11 h du matin le dimanche, quoi. Mais bon. Oui, moi, effectivement, j'étais choqué hein, de mon côté. Je vais être tout à fait honnête parce que, soyons tout à fait francs, quand vous voyez Thomas Joly avec deux L, hein, et tous les organisateurs des JO, à mon avis, ce n'est pas pour rendre hommage aux musulmans qui ont versé le sang pour la France, Non. mais c'est pour, voilà, gober du chibre de maghrébin. Parlons français. Allez-y. Oui, aussi pour justement montrer une laïcité toute puissante, quoi, qui va jusque dans les lieux de culte faire annuler la prière aussi. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Non, c'est chaud. Moi, je trouve ça assez chaud, effectivement, et je suis assez choqué par ça. Je suis pas choqué dans le sens, je suis pas étonné. Je suis pas étonné, ça reste le 14 juillet, fête républicaine. Ça reste les pires JO de l'histoire, quand même, faut être honnête, Oui, même s'ils alors sont pas encore eu. j'ai vu la prestation de Ariel Ariel Dombal. Dombal, donc la compagne de Bernard-Henri Lévy. Et en fait, honnêtement, on en vient à regretter qu'il n'ait pas mis un chanteur populaire, chanteur pop du style Ayana Nakamura, parce que c'était vraiment un désastre, cet Ariel Dombal. C'était un désastre. Si je peux me permettre, c'était consternant. Oui. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un certain lobby qui imposerait les compagnes de certaines du membre du, mais c'était consternant. Oui. Et pourtant, c'est une femme que j'apprécie parce que, vous voyez, je passe ma vie en voiture et j'aime beaucoup écouter RTL. Ariel, c'est comme Ariel Dombal, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle est une sociétaire des grosses têtes, une émission dont, franchement, j'ai énormément de plaisir à l'écouter. Puis,
Bon, les rares fois, je l'ai vu intervenir dans des films ou des chansons, mais là, c'était, je m'excuse pour elle, j'avais vraiment, en fait, à la vérité, j'étais gêné pour elle. J'ai trouvé ça d'un niveau consternant. Il y a pas d'autre mot. Vous voyez, sans rentrer dans la vulgarité, j'avais pitié pour elle, j'étais gêné pour elle. Franchement, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que je crois que c'est Roselyne Bachelot qui dit, non, je sais plus laquelle, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais plus quel artiste dit ça. J'avais honte. En plus, parce que la plupart des gens l'ignorent, mais c'était quand même sur la septième de Beethoven, qui est un des airs, un des adagios les plus beaux qui soient dans l'histoire de la musique classique. Mais c'était consternant à la fois de bêtises, de mocheté, c'était mal joué, c'était laid, elle m'a fait vraiment pitié. Mais je pense qu'elle doit être payée, je sais pas, 700 000 ou 900 000. Et ça se trouve, des gens seraient à côté de moi et me diraient: «Bah, Alexandre, pauvre con, tu peux rajouter 3 ou 4 zéros à côté». Et non, mais en plus, je plaisante pas parce qu'elle a dû toucher un cachet, mais c'était ridicule, ridicule, vraiment Oui, ridicule. Consternant. oui, je suis d'accord. Que ce soit la robe. Je dirais pas que c'était abominable parce que bon, mais c'était ridicule. J'avais Non, honte mais pour elle, je c'était vous le dis abominable. franchement, j'avais honte pour elle. Parce que c'était le concert en gros de l'accueil de la Flamme Olympique à Paris, c'est quelque chose qui est télévisé dans le monde entier. Et non, c'était grotesque en fait, que ce soit la reprise de Beethoven, que ce soit la chorégraphie, que Ah, ce soit la perruque tout. derrière Dombal ou sa robe qui ressemble à un luminaire de chez Ikea. Il Non, n'y a ça rien. c'était. Non, mais ça j'ai compris parce que. Non, ça j'ai compris. Le coup de la robe, parce que j'y ai réfléchi, vous voyez. Et en fait, ça représentait les, les cerceaux, les arceaux de l'olympisme, vous voyez. Non, mais Oui, du logo. c'était ridicule, c'était grotesque. C'était grotesque. Non, je suis d'accord. Ça, c'est. C'est raté, c'est raté. C'était pas si mal, Aya Nakamura, finalement. Oui, Ben, mais on en vient presque à le regretter, malheureusement. non, mais vous voyez, pour une femme du niveau d'Ariel Dombal, c'est vraiment, à la limite, c'était plus, bon, je pense qu'elle a eu un très gros cachet, donc je pleure pas pour elle, mais c'était pas à son niveau, ça l'a honnête et je pense que d'ailleurs, je vais écouter les grosses têtes la semaine prochaine parce que je pense qu'ils vont pas la louper. Ils vont se foutre de sa gueule parce que vraiment c'était non, honnêtement, c'était en dessous de tout. Mais vous voyez, c'était tout à fait à l'image de Macron et de son 21 juin de je ne sais plus quelle année, où il avait fait rentrer dans la cour de l'Élysée, dans la cour d'honneur, des espèces de pseudo-artistes qui avaient fait tout et n'importe quoi. Vous voyez, j'ai retrouvé ça, je me suis dit: «Mais mon Dieu, enfin, plus c'est moche, plus c'est laid, plus c'est ridicule et puis plus les gens vont applaudir» et puis en plus, c'est vrai, plus les gens applaudissent. Mais franchement, c'était consternant, surtout pour une artiste de ce niveau-là. C'était grotesque. Voilà, je vais pas l'insulter, hein, parce que c'est une personne que j'apprécie, mais c'est une personne que j'apprécie parce elle a défendu Pie XII et le maréchal Pétain par rapport aux persécutions qu'ils ont la coutume d'avoir, régulièrement. C'est pour ça, je vais pas l'enfoncer. Mais franchement, pour cette prestation, c'était ridicule. Vraiment, je le dis gentiment, j'avais de la peine pour elle et en plus, on le voit dans les présentateurs qui suivent ou qui précèdent et ils sont pas à l'aise. Ils sont pas à l'aise. C'était vraiment, très, 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 très bizarre. J'aurais aimé quand même revenir à Donald Trump, puisque c'est le sujet de ce soir. Alors oui, des personnes ne veulent pas forcément revoir Donald Trump sur la Maison-Blanche, sous prétexte que son premier mandat aurait été insatisfaisant, chose que moi je ne crois pas. Parce que moi, personnellement, son premier mandat, je l'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Arnaud, de son bilan de 2016 à 2020? Alors, le premier mandat de Donald Trump, bien qu'il ait été limité
sur les 2 dernières années de son mandat, puisqu'il n'avait plus la majorité au Congrès. Il a quand même fait énormément de choses. Je voulais revenir sur quelques-uns de ces points. Déjà, c'est un président qui n'a lancé aucune nouvelle guerre. Il a été nominé 3 fois pour le prix Nobel de la paix, qu'il n'a pas obtenu, mais il a été nominé 3 fois en 4 ans. Les accords d'Abraham au Moyen-Orient entre Israël, le Maroc, le Bahreïn, etc. ont été des avancées énormes pour la paix et la stabilité dans cette région. On peut nuancer en disant qu'il a déménagé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, mais ce qui est aussi un acte très fort par rapport à Israël. Il faut savoir que l'ambassade américaine, le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem a été voté par le Congrès à l'époque de Clinton. Et que depuis, tous les 6 mois, le président fait un ordre exécutif pour repousser de 6 mois cet déménagement de l'ambassade. Et donc Trump a dit non, ça a été voté, moi je ne donne pas de sursis ou de délai supplémentaire. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Bon, il y a eu aussi la normalisation économique entre la Serbie et le Kosovo, le fait qu'il a réduit les financements de l'UNESCO et de l'Agence des Nations Unies aussi, l'UNRWA, des réfugiés. Il a supprimé les aides à l'autorité palestinienne. Il a remplacé le traité, l'accord de libre-échange nord-américain ALENA par le traité USMCA, United States Mexico Canada Agreement, qui est un traité de libre-échange qui est beaucoup plus, duquel les États-Unis bénéficient beaucoup plus par rapport à l'ALENA, parce qu'avec l'ALENA, ça avait quand même facilité énormément de délocalisation, l'ALENA qui date de la période Clinton. Il a augmenté les budgets militaires et ça a été principalement utilisé donc, pour créer la Space Force, donc la force spatiale qui est maintenant séparée des forces aériennes de l'US Air Force. Les anciens combattants ont eu leur budget augmenté. Il faut savoir qu'ici, le VA, le Veteran Affairs, le ministère des anciens combattants, c'est quand même un gros ministère puisque n'importe qui a servi dans les forces armées peut bénéficier d'une protection sociale et médicale assez spécifique. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Il faut rappeler que c'est pendant son mandat que l'État islamique a été chassé de son territoire. Abu Bakr al-Baghdadi, le leader de l'État islamique, a été supprimé. Qassem Soleimani, qui est un général iranien qui était spécialisé dans les relations avec les groupes proches de l'Iran aux 4 coins du Moyen-Orient, avait aussi été éliminé durant une frappe de drone début 2020. Il me semble que c'était en janvier. Bon, il y a eu les tarifs douaniers sur les produits en provenance de Chine, notamment sur l'acier, 40% de taxes. Donc, à partir du moment où les produits d'acier chinois prennent 40% de taxes en rentrant aux États-Unis, il y a énormément de fonderies qui ont réouvert, puisque ça donnait un avantage compétitif à l'acier américain sur le marché américain. Il a abandonné l'accord nucléaire avec l'Iran. Il est sorti de l'accord sur le climat, l'accord de Paris sur le climat. Depuis, Joe Biden a fait marche arrière. Il avait autorisé la construction des pipelines Keystone et Dakota qui permettaient de relier le pétrole canadien aux États-Unis. Ça a permis aux États-Unis aussi, avec sa politique pétrolière, notamment avec le gaz de schiste et le pétrole de schiste, d'être le premier producteur mondial et le premier exportateur mondial pendant quelques mois à la fin du mandat Trump, fin 2020. Baisse massive du prix des médicaments sur ordonnance, la fin de ce qu'on appelle ici la Cold War, la guerre contre le charbon, puisqu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a énormément encore de mines de charbon. D'ailleurs, ici dans l'Alabama, c'est un des moyens de produire de l'électricité pas chère. Il a financé de manière historique les collèges et universités noirs. Ce qui a été aussi quelque chose qui a été assez peu remarqué, mais ce qu'on appelle ici les HBCU, c'est-à-dire Historically Black College and University, donc c'est les établissements supérieurs historiquement noirs en fait, et qui ont bénéficié de fonds fédéraux. Il a débloqué de l'argent pour les logements à faible revenu. Il a débloqué de l'argent au niveau fédéral pour régler le problème d'eau à Flint, dans le Michigan, une ville démocrate, où en fait l'eau n'était pas propre à la consommation, ce qui est assez rare dans un pays occidental. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre encore? Les financements de parcs nationaux, le début de la construction du mur avec le Mexique, le renforcement des patrouilles frontalières,
énormément de réglementations fédérales qui ont été coupées, l'annulation du partenariat transpacifique qui devait être un traité de libre-échange entre les États-Unis et la Chine, la fin de l'obligation de souscrire à une assurance santé, puisqu'à l'époque Obama, le fameux Obamacare, imposait une amende aux personnes qui refusaient de souscrire à une assurance médicale. Donc ça, il l'a supprimé. Il n'a pas utilisé le Covid pour imposer des confinements au niveau fédéraux. Il y a eu la création de la force spatiale. Il a rétabli le Conseil national de l'espace avec une politique spatiale audacieuse qui vise à ramener les Américains sur la Lune d'ici 2025-2026. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il a nommé 3 juges conservateurs à la Cour suprême, 53 juges dans les 13 cours fédérales locales. Le taux de chômage le plus bas depuis des décennies, toutes catégories confondues, blancs, noirs, handicapés, femmes, toutes catégories confondues. Même aussi pour les anciens combattants, un taux de chômage qui était historiquement bas. Les patrimoines des Américains qui a bondi de plus de 50% grâce à la bourse qui a bien fonctionné pendant le mandat de Trump, ce qui fait que les sommes collectées par les fonds de pension pour les retraites, elles ont bondi de 50% en 4 ans, ce qui est énorme. Et voilà, c'est quelques-unes, et je pourrais encore continuer pendant 20 minutes, parce que j'avais pris en note là, depuis plusieurs mois toutes les grosses mesures du mandat de Trump, et donc finalement on voit que c'est quelqu'un qui a agi énormément pendant ces 2 premières années. Il a été un peu limité par le fait de ne pas avoir de majorité durant les 2 dernières années, mais disons qu'en fait, on peut dire que Donald Trump, c'est Ronald Reagan sous stéroïdes, en fait. Voilà. Et j'ai oublié de mentionner, par exemple, aussi les négociations historiques avec la Corée du Nord et notre ami Kim Jong-un avec sa coupe de cheveux carrés. Attention, quand on dit notre ami, ça peut être surinterprété. On n'est pas financé par... Notre ami Rocketman. On n'est pas financé par la Corée du Nord, contrairement à ce que j'ai pu. En tout cas, je suis parfaitement d'accord avec ce qui avait été dit. Je me permets de prendre la parole, pardonnez-moi. Je vais vous la donner de toute façon. Oui, je pense que Donald Trump est un nouveau Ronald Reagan. Et j'espère de tout cœur pour le peuple, non seulement pour le peuple américain, mais pour le peuple, pour l'humanité tout entière. J'espère de tout cœur, mais je pense que maintenant c'est une chose qui est acquise, qu'il sera réélu président des États-Unis. Pas uniquement parce qu'il est le Jean-Marie Le Pen français, parce que Jean-Marie Le Pen, c'est pas uniquement mon unique référence, mais je pense que c'est un président qui défend sa nation, qui défend sa patrie, qui défend l'identité de sa nation, de sa patrie, et je pense qu'il est la meilleure chose qui puisse nous arriver en ce début d'année, parce que bon, écoutez, maintenant on est parti dans les vacances scolaires. Il faut reconnaître que la politique va être un peu en stand-by, comme disent les Américains, pendant quelques mois. Mais je suis intimement persuadé, à moins qu'un tireur cette fois-ci le tue pour de bon, si j'ose dire. Mais je suis intimement persuadé qu'il sera réélu, président des États-Unis d'Amérique, et pour notre plus grand bonheur, parce que vous savez, j'ai la coutume de dire, au risque de choquer certains, je leur dis toujours, vous savez, tant qu'on aura Donald Trump aux États-Unis et Vladimir Poutine en Russie, ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous voyez, je n'ai pas de grand diplôme de géopolitique, mais j'ai une espèce de flair, j'ai une espèce d'œil, j'ai une espèce de regard, et je me dis que tant que ces 2 hommes seront à la tête des 2 premières ou 3 ou 4, peu importe, nations du monde, nous pouvons dormir tranquillement. Parce que ce sont des nationalistes, ce sont des patriotes
Ce sont des hommes honnêtes, je pense, et ils prouvent par leur parcours, par leur résistance. Moi, c'est ce que j'admire le plus, à la fois chez Trump et chez Poutine, c'est que quand on voit la pression, l'agressivité, les attaques, aussi bien publiques que privées, qu'ils doivent subir et supporter au quotidien. Et je me dis, mais ces mecs-là, ce sont des hommes. Vous voyez, voilà. Ça peut paraître idiot ce que je raconte, mais moi je pense que ces hommes-là, tant qu'ils sont là pour diriger ces deux gros, ces immenses blocs que sont les States et la Russie, ma foi, écoutez, moi ça me rassure. Mais personnellement, je vous le dis, c'est mon opinion et je la partage. Voilà. Et vous la partagez, vous êtes là pour ça. Avant d'en finir sur Trump, parce que c'est quand même 1 heure et demie qu'on parle de Trump, il faut que je parle aussi un petit peu des actualités qu'il y a en France. J'aurais aimé savoir si Arnaud aurait pu nous parler de deux choses. Tout d'abord, premièrement sur l'acharnement, excusez-moi, judiciaire contre Trump, parce que je rappelle que Donald Trump a failli ne pas pouvoir se présenter. Il y a eu plusieurs accusations qui ont été faites, vous nous en parlerez, excusez-moi, en détail. Et aussi, puisqu'on en a parlé de tout ce qui est financier, judiciaire, je crois savoir qu'il y a eu les actions de Trump Media qui ont été vendues À la découvert. veille. Donc je vous laisse la parole. Ah, voilà, alors ça c'est un petit point que je pense intéressant de relever. Trump est le propriétaire de The Trump Organization qui gère des hôtels, qui gère des clubs de golf, etc., des casinos aux quatre coins du monde. Et ça, c'est une société qui possède, lui et sa famille, en propre. Donc cette société-là n'est pas cotée en bourse. Mais il y a le réseau social qu'il a créé quand il a été exclu de Facebook et Twitter il y a quelques années, qui s'appelle Truth Social et qui appartient à une société qui s'appelle Trump Media. Et donc, cette société-là est cotée en bourse. Et un petit fait intéressant que j'ai pu lire récemment sur Finbold, qui est un site internet de finance de qualité, la semaine précédant la tentative d'assassinat, ou l'attentat, on peut dire, contre Donald Trump, il y a un fonds d'investissement du Texas qui s'appelle Austin Private Wealth LLC, qui a vendu à découvert 12 millions d'actions de Trump Media. Donc 12 millions d'actions dans les $40. Je vous laisse faire le calcul. On est sur à peu près un demi-milliard de dollars d'actions vendues à découvert. Donc pour rappeler le concept de la vente à découvert, vous empruntez des titres aujourd'hui, vous les vendez aujourd'hui à la valeur d'aujourd'hui et vous espérez les racheter dans les 30 prochains jours à un prix moins cher pour pouvoir rendre ces titres. Et vous empochez donc la différence. Bon, manque de peau pour les personnes qui étaient derrière ça. Donald Trump ayant survécu à la tentative d'assassinat, le cours de Trump Media a monté en flèche à lundi matin. Donc, ces gens-là ont perdu de l'argent énormément. Mais on peut quand même s'interroger sur le timing d'une vente à découvert comme ça, aussi massive, de la société Trump Media. Et voilà. Et donc, c'est à lire chez Finbold du 19 juillet 2024. Ça date de ce matin. Et le titre de l'article, traduit en français, c'est « Au cœur de l'énorme pari à découvert d'Austin Private Wealth sur les actions Trump ». Voilà. Donc, je ne dis pas qu'ils étaient au courant que quelque chose allait se passer, mais je dis juste que c'est un mouvement financier qui est quand même peu commun et dont le calendrier est un petit peu suspect, en fait. Voilà. Alors, pour rebondir sur le côté judiciaire, Alex, Donald Trump fait l'objet de ce qu'on peut appeler une chasse aux sorcières judiciaire et médiatique depuis des années. En fait, depuis qu'il s'est présenté à la candidature républicaine en 2015 pour se présenter à la présidentielle de 2016. Il faut savoir que Donald Trump, c'était peut-être le milliardaire préféré des Américains jusqu'à ce qu'il fasse la politique. Il a fait de nombreux caméos dans des cinquantaines de films et de séries télé. Vous l'avez peut-être vu dans Maman, j'ai raté l'avion, par exemple, où il fait une petite apparition comme ça de quelques secondes. Donald Trump a fait l'objet d'une chasse à l'homme médiatique et judiciaire. On se souvient de l'affaire de collusion russe
qui a duré pendant 3 ans, entre 2016 et 2019. Ça a occupé la moitié du tour d'antenne politique sur CNN, par exemple. Et bon, tout ça a été classé, puisqu'il y a eu des enquêtes qui ont montré qu'il n'y avait rien du tout, il n'y avait aucun élément, qui ont même montré qu'il y avait une espèce d'acharnement, puisque des gens savaient que des éléments n'étaient pas vrais et continuaient de pousser dans ce sens. Plus récemment, Donald Trump a fait l'objet d'une chasse à l'homme, là, ce coup-ci judiciaire, avec un procès pour agression sexuelle. Il aurait agressé une femme dans un department store, donc dans un magasin similaire aux Galeries Lafayette, dans la cabine d'essayage. Bon, Donald Trump a été acquitté, mais ensuite il a perdu le procès civil puisqu'il avait il a été condamné pour diffamation parce qu'il avait insulté donc, la femme en question. Ensuite, il y a eu le procès par rapport à l'affaire Stormy Daniels où il a été condamné à 34 chefs d'inculpation donc à New York. Ça, c'était encore un procès. Bon, c'est pas rentrer dans les détails juridiques parce que ça serait très long, mais en gros, c'est quelque chose qui ne tient pas la route et qui normalement n'est pas poursuivi. Il y a eu aussi le procès new-yorkais concernant la survalorisation de certains de ces immeubles, où en fait, dans des demandes de prêt qu'il a fait, il a survalorisé la valeur de certains de ses biens immobiliers. Bon, ça n'a pas empêché la banque de lui prêter l'argent, ça n'a pas empêché de rembourser l'argent à la banque, ça n'a pas empêché la banque de témoigner en disant mais nous on ne comprend pas ce qu'on fait là, il n'y a pas d'affaire, mais il a quand même été condamné pour ça. Et aussi, comme tu le mentionnais, Alex, il y a eu des tentatives locales d'essayer de le faire interdire. Je pense notamment à l'État du Colorado, où il y a eu un procès pour le faire retirer de la primaire des Républicains dans l'État du Colorado, procès qui était monté jusqu'à la Cour suprême du Colorado. Donc la Cour suprême du Colorado, c'est la plus haute cour de justice de l'État, mais ça a été cassé par la Cour suprême fédérale. Donc voilà, effectivement, il y a un acharnement judiciaire et médiatique sur Donald Trump. Et je ne fais pas la différence entre le judiciaire et le médiatique, puisqu'en fait, le médiatique sert à donner des bases pour le judiciaire, qui, à son tour, permet aux médias de continuer cette chasse à l'homme en disant bah, vous voyez, maintenant il y a un procès, etc. Donc c'est vraiment un acharnement médiatico-judiciaire. Voilà. Merci beaucoup Arnaud pour votre réponse. Et vous, Alexandre Simon, vous avez ressenti aussi peut-être un acharnement judiciaire envers l'homologue Trump français, c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen, ou envers des personnes de notre mouvement? Écoutez, ayant eu la chance et l'honneur de fréquenter de près Jean-Marie Le Pen pendant, écoutez, maintenant, on va dire 30 à 35 ans, j'ai étonnamment retrouvé exactement, hein, pour vous dire au mot près, aux façons de procéder près, exactement la même persécution contre Donald Trump que contre Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire les grands classiques, racistes, antisémites, xénophobes, fascistes. Alors maintenant, ils ont rajouté homophobes, LGBT-phobes. Qu'est-ce qu'il est, Donald Trump? C'est un homme qui défend il défend l'ordre naturel des choses, il défend la vie de sa conception jusqu'à sa mort naturelle, il défend. Comment il faut dire maintenant? Le mariage naturel, excusez-moi, je vais essayer de pas tomber dans les pièges de la justice. Il défend le mariage d'un homme et d'une femme dans le but de faire des enfants. Alors si les gens, il y a 40 ans, m'écoutaient, ils me diraient: «Mais vous êtes fous, quoi». Je dis: «Écoutez, maintenant, il faut parler ainsi». Oui, il défend, la famille naturelle, parce qu'il y a des familles qui sont extra-naturelles ou supra ou infranaturelles. Je retrouve, en tout cas personnellement, et je m'en réjouis, bien que malheureusement de mon côté, mon président ait 96 ans et que je pense que pour l'avenir du pays, à part ses prières, sa présence et son témoignage, il ne puisse plus faire grand-chose.
Euh, mais j'ai envie de dire solennellement, si vous m'écoutez ce soir, au peuple américain, écoutez, vous avez eu la chance d'avoir comme président Donald Trump et vous avez la chance de pouvoir l'avoir encore bientôt et je pense que vous l'aurez. Ben, profitez, mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, profitez de la chance que vous avez d'avoir un Jean-Marie Le Pen à l'américaine, d'avoir un Donald Trump à la française, ça revient au même, parce que vous n'imaginez pas la chance que vous avez dans la grande et l'immense nation qu'est la vôtre. Vous n'imaginez pas la personne que vous avez et la chance que vous avez d'avoir un homme qui défend d'abord vos frontières. C'est la première chose qu'il défend, de manière physique d'ailleurs. Et il défend votre identité, votre souveraineté. Il défend les Américains d'abord. Il défend l'identité et la nationalité américaine. Il le fait avec grand talent. Et je pense que la tentative d'assassinat dont il a été la victime il y a quelques jours, ma foi, il est évident d'ailleurs que ça lui apportera une grande, comment dirais-je, une grande popularité. Je suis persuadé que ce petit coup de grâce, permis par la Providence, lui permettra de remporter cette bataille face à cet abominable Biden, qui est vraiment le candidat, lui, pour le coup, de l'immigrationnisme, du cosmopolitanisme, c'est vraiment le candidat de l'anti-américanisme, c'est le candidat de la culture de mort, puisque c'est un grand tout catholique qui se prétend être, c'est un grand défenseur de l'avortement, du mariage pour tous, bref, je vous passe les horreurs qui, à cette heure-ci, donneraient des cauchemars à nos enfants. Donc vraiment, longue vie au président Trump, et je formule mes vœux, et je suis persuadé qu'il va être réélu président des... Vous savez, avec tout ce qui se passe actuellement en France, d'abord, ce qui était assez inimaginable il y a encore un mois, hein, avec ce qui se passe en Europe et avec ce qui va se passer aux États-Unis. Alors, je ne suis pas Madame Soleil, hein, et les astrologues, moi, je n'ai rien à foutre. Mais je trouve personnellement là qu'il y a un très bel alignement de planètes, vous voyez ce que je veux dire, et ça me rend très optimiste pour la fin de l'année et le début d'année 2025. Je pense que tout ceci, la France telle qu'elle est, Trump aux States, Poutine en Russie, tout ceci peut nous donner des très belles choses et des grandes espérances, Voilà ce que je peux dire, si je puis me permettre. Vous pouvez vous permettre, et Arnaud, ce sera le dernier mot sur la française, que vous pensez effectivement, comme Alexandre Simoneau, que Donald Trump a toutes ses chances de l'emporter lors des élections de novembre? Oui, effectivement, elle a toutes ses chances de l'emporter. Bon, a priori, il n'y aura pas de pandémie internationale qui va rétablir le vote par correspondance de masse ici. Et c'est vrai qu'on voit une certaine ferveur par rapport à Donald Trump. Et je dirais que ça fait quelques mois que je vois même des gens qui sont plutôt démocrates et qui ont voté Biden en 2020 en disant oui, non, mais Donald Trump, quand même, c'est trop, il insulte les gens, etc. C'est vrai que Donald Trump était très virulent sur Twitter à l'époque et qui maintenant sont là à se dire bon, bah, finalement, au moins quand Trump était là, le pays était bien géré. Et donc, je pense que Trump, il est vraiment il a vraiment toutes ses chances de gagner, honnêtement. Et d'ailleurs, on voit que dans certains électorats qui penchent plutôt démocrates, comme les latino-américains ou les afro-américains, on voit qu'il gagne en popularité comme aucun candidat républicain avant lui. Hein, je dirais que ça a commencé avec la fameuse photo d'identité judiciaire, le fameux mugshot à la police d'Atlanta. Enfin, je crois que c'était au département du shérif de Fulton County à Atlanta.
cette photo-là et la photo iconique de Donald Trump brandissant le poing avec le drapeau américain derrière, les agents de service secrets autour, au moment où il s'est relevé après la tentative d'assassinat. Je pense que c'est deux photos qui sont très, très iconiques et qui ont aussi influencé les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que là, il y a une vraie chasse à l'homme contre Donald Trump, en fait. C'est pas juste du bashing médiatique, ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Et donc oui, je pense qu'effectivement, il a toutes ses chances. Évidemment, je le soutiens, je pense que c'est souhaitable qu'il soit élu, mais bon, il reste 3 mois et demi de campagne et on n'est pas à l'abri de surprises, on n'est pas à l'abri, comme tu mentionnais Alexandre tout à l'heure, éventuellement d'avoir Joe Biden qui ne se présente pas et finalement un remplacement du candidat démocrate. Donc je pense que c'est une campagne qui va être passionnante à suivre et ça va être très très long, les 3 mois et demi prochains. Merci beaucoup Arnaud. Si vous n'avez rien à sur Donald Trump, on peut directement passer aux autres actualités de la semaine. On a fait quand même presque 2 heures, ça doit être 1h40. Concernant le sujet, alors oui, on a parlé de la mosquée, donc je n'ai rien à rajouter par rapport au 14 juillet. On a eu d'autres actualités, notamment l'élection de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Donc j'ai toujours un peu de mal avec son nom, c'est Yael, son prénom. Ça, on est d'accord. Et son nom finit par Braun-Pivet, je crois. Donc, Yael Braun-Pivet, j'espère prononcer le correctement, et qui est devenu président de l'Assemblée nationale, ce qui fait que, tout ça pour ça, j'ai envie de dire, ça revient un petit peu à la émission de la semaine dernière. On a vu notamment le nouveau Front populaire qui s'est illustré par les enfantillages, par le fait de serrer la main à des gens du Rassemblement national, parce que ce sont des gens qui, selon eux, ne sont pas des élus normaux, pas des élus légitimes. Et des mots très forts, hein, n'est-ce pas? Et on a vu également, c'était Jean-Luc Mélenchon, si je ne dis pas de bêtises, qui s'était exprimé sur Ursula von der Leyen, vous savez, la présidente du Parlement européen. De la Commission. J'avais un doute, ça sentait que j'hésitais. La Commission européenne et également, alors que vous savez que NFP et Macron ont travaillé main dans la main, j'ai envie de dire, donc des résultats qui ne m'ont absolument pas choqué sur la nationale. Donc beaucoup d'hypocrisie, selon moi. Et mais vous avez vu les photos aujourd'hui dans la presse française de Manon Aubry, donc voilà, Manon Aubry qui fait la bise, fustige. Voilà, elle fustige mais elle la prend dans ses bras, tout sourire. Enfin bon, c'est ce que je n'ai cessé de dire pendant les 2 mois d'actualité politique française à mes amis, c'est que Front populaire, France Insoumise, NUPES, peu importe le nom, et Macron, c'est la même chose. C'est les deux faces d'une même pièce, en fait. Mais absolument, absolument. Et c'est vrai que là, les filles n'ont plus aucune crédibilité. Bien sûr. Yael Braun-Pivet, tu mentionnais que Yael Braun-Pivet était réélue. L'élection n'a-t-elle pas été invalidée à cause d'une dizaine de bulletins en trop? Je crois que c'est l'élection des vice-présidents qui a été invalidée. Ah, autant pour moi, oui. Présidente. Mais bon, c'est quand même effectivement, la gauche a essayé de bourrer les urnes, effectivement. Voilà, c'est assez intéressant de voir que finalement, il y avait 10 bulletins de plus que le nombre de députés. Quand même assez intéressant de voir ça. Ah bah ça, on se demande qui Non, mais au moins c'est bien, c'est que bon, ils trichent, mais ils sont nuls. Donc à la fin, on s'aperçoit qu'ils ont triché. Parce que là, s'il y a 10 bulletins en trop, clairement, c'est qu'il y a eu une tricherie. Hein, là, ça me rappelle les démocrates qui faisaient voter les morts et les chiens, je crois, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc oui, la gauche a toujours été nulle dans tout ce qu'elle a fait et triché. On a triché aussi. Hein. Un qui n'a pas été nul, par contre, c'est Stéphane Ravier, qui a été extrêmement bon dans une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, où il dit à des... Ah voilà, vous avez vu, donc, vous en avez marre de nous, alors rentrez chez vous, on va vous loger dans votre pays d'origine. Donc des mots qui sont très forts, très bons. Hein. Stéphane Ravier aurait parfaitement sa place au Parti de la France, je pense. Donc, ah oui, il est excellent. Rentrez chez vous, de toute façon, c'est notre slogan. Non, je n'ai absolument rien à ajouter. Oui, il était très bon. Hein. Il est plus Reconquête, on rappelle qu'il a quitté Reconquête. Bah, c'est bien malheureux. C'est dommage qu'on n'ait pas pu consacrer quelques
quelques minutes à la crise qui a secoué Reconquête, mais j'en profite parce que bon, je n'ai pas une immense aura médiatique, mais je dois dire que je suis extrêmement choqué et scandalisé. Et je le dis, hein, par la manière dont Marion Maréchal a traité Éric Zemmour. Voilà, je le dis très simplement parce que j'aimais beaucoup l'un comme l'autre. Mais la façon dont elle l'a lâché 48 heures après le résultat des européennes, ce que Zemmour a appelé le recordman de la trahison, j'ai été extrêmement choqué. Et je le dis, hein, parce que et les gens qui m'écoutent savent que je suis un mariniste de la première heure, enfin mariniste, un marionnettiste, je ne sais pas comment on dit, mais j'ai été extrêmement choqué par la façon dont Marion a traité Éric Zemmour. Je le dis et j'en suis consterné. Voilà, c'est dit. Et votre opinion a été effectivement entendue. Actualité suivante aussi, si j'ose dire, c'est, vous avez vu probablement par rapport à, je sais pas, des mégères, moi je l'appelle ça des mégères, qui accusent le saint abbé Pierre de, non, pas je sais pas si c'était ça. Il a été canonisé ou pas l'abbé Pierre, j'ai un doute. Non, Non, il n'a non, pas non. été canonisé. Il a pas Non, été canonisé, autant pour moi. l'Église reste quand même prudente. Non, Mais en tout cas, histoire, cette femme l'a d'agression sexuelle. si je puis me permettre, cette histoire est ridicule. En revanche, vu que l'abbé Pierre n'a eu de cesse de cracher Sur Jean-Marie Le Pen. tout le venin qu'il pouvait contre Jean-Marie Le Pen et le Front National, et je me suis permis de tweeter que ce retour de l'arroseur arrosé n'était pas pour me déplaire, ça me faisait bien rire. Et ça ne m'étonne pas du personnage parce que ça ne m'étonne pas. Voilà, j'en dis pas plus. Je comprends tout à fait. On verra s'il y a une enquête. De toute façon, il est décédé, donc il n'y aura pas d'enquête. Non, non. Non, mais ça ne m'étonne pas du personnage, vous voyez. Il y a deux choses qui m'incitent quand même à la prudence. C'est qu'il me semble que l'une des personnes qui dénonce les faits est Caroline de Haas, qui est quand même connue pour avoir déjà monté des accusations mensongères précédemment. Donc là-dessus, moi, je ne sais pas si l'abbé Pierre non, bon, on s'en fout. a commis les faits ou pas, mais à vrai dire, on s'en fout, il est décédé de toute façon. On a toujours su que c'était une saleté de gauchiste. Ça, c'est vrai. Ça, on a toujours su. Donc, vous voyez, après, on peut me raconter ce qu'on veut. Je peux vous dire, hein, en 40 ans de vie militante, il a passé sa vie à cracher sur Le Pen et sur le Front National. Donc, ce qui est arrivé hier, là, m'a fait rigoler. Voilà. Que ça soit vrai ou que ça soit faux, j'ai envie de dire, comme je ne sais plus qui le disait, qu'importe ce qu'on en dit pourvu qu'on en parle. Donc, ça m'a vraiment fait rire. Voilà. Ça n'a aucune importance, mais ça n'était pas notre ami. Ça n'était pas notre ami du tout. Du tout. Voilà. Oui, enfin, on peut quand même noter sur le ton de l'humour, comme l'avait dit notre camarade Pierre-Nicolas Nux là, sur Facebook, l'abbé Pierre est un vrai saint. Grâce à lui, 7 femmes ont retrouvé la parole après 20 ans. Oui, ça résume bien l'affaire. En tout cas, oui. Allez-y, Alexandre. Excusez-moi, Alexandre. Lui, comme Sœur Emmanuel, s'était quand même vanté avant de mourir, donc c'est ante mortem. Il s'était quand même vanté d'avoir eu, comment dirais-je, des pubertés très vivantes, très affirmées, Donc, à la vérité, cela ne me surprend absolument pas. Mais que c'est lieu des années après, vous savez, être victime, pas forcément d'un viol, mais d'un simple attouchement ou d'un geste déplacé, je peux comprendre que cela
prennent des... Et puis, vous voyez, en ce moment, qui parle de l'abbé Pierre, qui pense à l'abbé Pierre, qui promeut l'abbé Pierre. Parce qu'on pourrait dire, ah oui, elle profite de la sortie d'un film ou d'un livre sur lui, etc. Absolument pas. Donc, je crois volontiers à la sincérité de ces personnes, mais encore une fois, je persiste et je signe. Il n'était pas de nos idées, c'était un moderniste. Après, je ne pourrais pas dire devant le bon Dieu, parce qu'il m'écoute ce soir, lui, l'abbé Pierre, je m'en fous, mais c'est devant Dieu que j'ai des comptes à rendre. À la vérité, enfin, je vous le dis personnellement, cela ne me surprend guère. Après, il n'est pas question de viol, attention, hein. Il est question de quelques tripotages, voilà, bon. Mais ça ne m'étonne pas, voilà, vous voyez. Ça ne m'étonne pas parce que cette personne-là appartenait à cette caste, de grand honneur de leçon de morale. Et je me dis, ma foi, s'il a glissé ses mains, bien que consacrées, dans quelques culottes, qu'elles soient... voilà, ça, écoutez, ça ne me surprend guère, voyez. Après, on me dirait que c'est faux, que c'est vrai. D'abord, je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Mais, mais je vous répondrai, je vais vous répondre avec une malice. Écoutez, si c'est vrai, ça m'arrange. Voyez, parce que il nous a tellement craché à la gueule, mais avec une insistance et une persévérance telle que, ma foi, écoutez, ça n'est pas pour me déplaire. J'ai tweeté ça avant-hier, je crois. Ça n'est pas pour me déplaire d'apprendre que, voilà, il avait la maladeuse. Encore une fois, il n'est pas question de viol. Hein, on reste dans le délit gentil. Hein, il a violé personne. Il avait la main maladeuse, comme l'ont eu d'autres prélats que je ne nommerai pas parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore. Veuillez reculer du micro, s'il vous plaît, Alexandre Simoneau, parce que le son, il sature beaucoup. Veuillez reculer un petit peu du micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pas de souci, pas de souci. D'accord. Bon, en tout cas, l'abbé Pierre Feuille-Tizot, vous avez vu la transition de qualité. Effectivement, il y avait eu un député de la France Insoumise qui a refusé de serrer la main à un membre du Front National, Rassemblement National, excusez-moi, et il s'en est détourné en faisant un Pierre Feuille-Ciseaux, donc ça a fait beaucoup rire à la presse, beaucoup de médias en ont parlé. En tout cas, c'est totalement, comment on peut dire, on est sur de l'irrespect tout à fait de la part de l'extrême gauche, mais cette manière de détourner une poignée de main, je la connais pas. C'est assez particulier et original, j'ai trouvé, même si je condamne fermement ce geste. Actualité suivante. Alors j'avais vu que Thaïs Escupon a parlé de la féminisation de l'armée, et notamment elle avait parlé de la sécurité. On a vu que c'était des grosses lesbiennes qui n'arrivaient pas à utiliser leur équipement. Ça, on l'a très bien vu grâce à Arnaud qui nous a expliqué et qui nous a bien illustré tout cela. D'ailleurs, ça me rappelle que récemment, plus ou moins récemment, l'armée espagnole, pour encourager la féminisation de l'armée, avait décidé d'augmenter le salaire des femmes militaires de 25%. Oui, c'est 25%, ce qui a encouragé une bonne partie des militaires à changer de sexe avec un papier à la mairie pour toucher 25% de salaire en plus. Voilà les dérives de l'Occident. Et sinon, pour finir, j'ai envie de dire, pour que l'émission soit bouclée, on peut finir sur les nombreuses bêtises de Joe Biden récemment, hein, c'est-à-dire qu'il confond Zelensky et Vladimir Poutine, ce qui est quand même assez rigolo, et son vice-président avec Ivana Trump. Je trouve ça assez particulier. Avec Donald Trump, oui, effectivement, il a parlé du président Poutine d'Ukraine et du vice-président Trump. Donc, bon, c'est une bourde de Joe Biden parmi tant d'autres. Hein. Vous verrez aujourd'hui, dans un événement public, il a failli embrasser une femme. Heureusement, son épouse Jill Biden est venue le rattraper à une seconde voilà. C'est Joe Biden. On ne peut pas penser sérieusement que ce mec est vraiment en responsabilité. C'est impossible. C'est le frontman, l'homme de paille, frontman, comme on dit ici, de quelque chose de beaucoup plus profond.
vous voyez bien Joe Biden à chacune de ses apparitions publiques, où il tombe, où il sort une gaffe. Et ça, c'est récurrent depuis 4 ans. Voilà. Donc, je suis assez impatient de voir les prochains débats présidentiels. Normalement, traditionnellement, il y a 3 débats présidentiels aux États-Unis. Il y en a déjà eu un qui a eu lieu sur CNN. On en attend donc 2 autres. Et puis, il y a le débat vice-présidentiel, où aussi on risque de bien rigoler avec Kamala Harris, qui est très, très compétente, comme tout le monde le sait, face au candidat vice-président de Trump, J.D. Vance, qui est un brillant orateur. Donc, ça risque d'être assez plaisant à regarder. Tout à fait, on va suivre ça avec impatience et on va probablement faire une émission comme on l'a fait, je crois, en 2020 sur les élections présidentielles. Oui, ça peut être une bonne idée. Bien sûr. On peut faire un live le jour des élections, ça, moi, c'est pas de problème avec ça. Ça, c'est vrai que c'est une bonne idée. Vous serez invité, je pense, bien évidemment. Merci beaucoup à tous. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu parler d'autres actualités. On aurait pu parler, par exemple, de Marine Le Pen, qui parle de Raph Duveldy, qui fait une Chirac de 93. On aurait pu parler de plein de choses encore. Mais c'est vrai que les actualités sont très larges. Et 2 heures d'émission, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission aussi longue. Mais c'est un vrai plaisir. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et je regrette absolument, évidemment. Mais globalement, les actualités un peu plus secondaires, on a déjà réagi sur tous nos réseaux, donc je vous invite à nous suivre sur tous les réseaux, que ce soit Telegram, Twitter, YouTube, etc. Parce qu'on a déjà réagi aux actualités un peu plus éphémères, j'ai envie de dire. Des actualités où si on ne réagit pas dans les 2 heures, elles deviennent assez vite oubliables. En tout cas, chers amis, moi je vous invite à vérifier que vous êtes bien abonnés à la chaîne YouTube du Parti de la France ou le Telegram, si vous êtes sur Telegram. Il y a des exclusivités un petit peu partout sur tous nos médias, donc suivez-les tous. Et moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un bistrot du Parti de la France. Ce sera la dernière émission avant la rentrée de septembre. Il n'y aura pas d'émission en août. Chaque année, nous ne faisons pas d'émission en août. Parce qu'il faut bien qu'on prenne des vacances aussi. Tout simplement. Et moi, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup, Alexandre. Prenez soin de vous. Merci, Alexandre. À bientôt. Bon week-end à vous deux. Merci, Alexandre. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. À bientôt. Avec plaisir, je continuerai de le faire. À bientôt.